Bien, mesdames et messieurs, c'est le moment de commencer. Je vous demanderai de bien vouloir rejoindre vos places. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre Luc Frieden, Mesdames et Messieurs les ministres, membres du gouvernement et de l'ancien gouvernement, Monsieur Spautz et ses collaborateurs au sein du groupe, Monsieur le Secrétaire général, au nom du personnel de notre parti, chers collègues de la Chambre, Mesdames et Messieurs les députés, députés d'honneur, députés européens, chers délégués, chers membres, chers amis, à vous toutes et tous, et chers membres de la presse également, bienvenue au nom de la section locale et de la vice-présidence, sous la régie de ma présidente, qui a également donc pris en charge le bar. C'est aussi particulièrement important, donc on les remercie. Avec nos collègues, donc nous avons donc la responsabilité de vous souhaiter la bienvenue. Et bien sûr, cette section locale est particulièrement heureuse de pouvoir se retrouver ici, de pouvoir vous retrouver ici, et de voir également que nous sommes si nombreux dans cette salle. C'est important pour celles et ceux qui ont un mandat politique et qui sont donc représentatifs au niveau le plus élevé dans notre pays, de pouvoir donc sentir qu'ils sont portés, qu'ils sont soutenus, d'être en contact direct également donc avec les gens pour savoir donc où se situent les grandes questions qui se posent. Mesdames et messieurs, membres du gouvernement, nous tenons à vous remercier également et nous souhaitons aussi vous insuffler du courage pour relever les défis, pour exercer donc les responsabilités particulièrement lourdes qui reposent sur vos épaules. Il ne s'agit pas d'un congrès électoral, mais d'un congrès tout à fait traditionnel, mais dans une époque où on est une époque particulièrement complexe. Crise du logement, crise des réfugiés, crise de la sécurité, crise dans tous les sens, stabilité du monde, de l'Union européenne, mais également dans notre pays qui est mise sur la tête véritablement. Et donc nous nous rendons bien compte que ce n'est pas facile et je pense qu'aujourd'hui le travail politique requiert énormément de patience, énormément de confiance, énormément de courage également. Et notre pays est bien dirigé, nous avons de bons responsables politiques et aujourd'hui encore, nous sommes ici pour les comprendre pourquoi certaines décisions sont prises, ce qu'ils font, pourquoi ils le font et pour pouvoir porter ce message également donc là où nous sommes actifs. Chers collègues, je ne vais pas vous présenter Ettelbruck, hein, ne vous inquiétez pas. Vous connaissez donc notre ville, nous avons 10 000 habitants. Bon, ça, tout le monde le sait. Faites un petit tour et voilà, c'est important évidemment de pouvoir comprendre comment donc la ville fonctionne. Ça permet également donc de pouvoir aussi donc soutenir la gastronomie locale et le commerce. Donc les commerces seront ouverts également cet après-midi. Donc n'hésitez pas à faire un petit tour dans notre belle ville. Une autre possibilité également, vous avez vu également donc le Weikhaus. Donc ici, vous avez toute une série de nouveaux produits, de produits régionaux qui pourront être dégustés ici. Donc vous avez la foire agricole et également toute une série d'autres activités qui sont organisées dans la ville. Je voudrais parler de trois petits projets qui concernent Ettelbruck. Le premier, vous l'avez certainement vu en arrivant. Si vous êtes garé sur le parking, donc juste ici à côté. Euh, c'est là que je laisse toujours la voiture. Alors ça a toujours été un parking provisoire. Au départ, c'était un terrain de football. Ensuite, c'était un parking. Puis on a construit ce parking. Et puis nous avons également donc décidé de réorganiser un peu l'entrée de la salle dans laquelle nous nous trouvons, de manière à pouvoir également donc rendre cette salle plus attractive. Et puis il y a eu des projets européens. Projet européen qui s'appelle Cool Neighborhood. Et
c'est de l'argent européen. Donc pour une commune, évidemment, c'est toujours très intéressant, à condition, bien évidemment, d'avoir une surface urbaine qui soit donc à 80% désartificialisée. C'est le terme qu'on utilise. Et c'est ce que nous avons fait. Donc quand vous sortirez d'ici, vous allez voir donc que nous avons en fait un petit parc, nous avons également donc de la verdure tout autour, nous avons plus d'une trentaine d'arbres, il y en a encore d'autres qui seront plantés également, donc nous avons lancé un programme au cours de cette législature pour planter donc 1000 nouveaux arbres à Ettelbruck. Nous sommes donc en bonne voie et c'est un projet qui se concrétisera. Donc il faut effectivement mettre en œuvre la politique aussi bien européenne que nationale en œuvre de façon concrète, raison pour laquelle donc ce parking relativement bon marché, 20 centimes de l'heure, 50 plus haut, et la première heure vous est offerte. Donc ne vous enfuyez pas tout de suite. Vous ne serez pas ruiné avec ce parking. Et le troisième projet, quand vous arrivez donc à Ettelbruck, vous avez vu donc une ancienne usine de cigarettes, le centre administratif également. Et voilà donc un bel exemple justement de réurbanisation, de la façon dont le gouvernement peut réagir à la demande des habitants. En fait, il s'agit donc d'une décentralisation de postes de travail. Bon, nous savons évidemment que le gros de notre travail se fait donc à Luxembourg, Luxembourgville, et dans le sud, donc dans les agglomérations telles que Belleval. Et l'idée de décentraliser doit évidemment être menée par l'État. Donc voilà un bel exemple justement de ce que l'État peut faire. Ça s'est fait de manière excellente. Décentralisation, donc avec des postes, des fonctions très intéressantes aussi qui permettent de pouvoir encourager donc la mobilité, de pouvoir également donner une toute autre image de l'administration. Et nous tenons à encourager le gouvernement évidemment à le faire et à poursuivre cet effort. Donc, un autre point que j'aimerais faire ressortir, et on en parle beaucoup, donc les politiciens locaux en discutent beaucoup. Bon, nous avons ici des collègues, notamment Charles Weiler, Claude Laes également, qui sont à la tête d'un processus intéressant. Il s'agit donc de fusion. Nous voulons donc mettre en œuvre une meilleure organisation du territoire et nous les remercions pour leur engagement. Bien évidemment, la section CSV donc ici a des échanges réguliers donc dans ce sens. Et les travaux préparatoires donc sont en cours. Et en 2025, donc conclusion des travaux, 2026 participation citoyenne, 2027 le référendum, 2028 la loi, et en 4 ans nous aurons donc une nouvelle organisation communale. C'est particulièrement important donc dans le Nord, cela offre des perspectives nouvelles pour nos habitants, mais également pour la région et pour l'ensemble du pays finalement. Je conclurai ici en vous disant que je suis convaincu qu'en cette période particulièrement incertaine, un parti populaire comme le CSV est nécessaire. En effet, dans un grand parti, nous avons des possibilités d'échange, nous avons énormément de compétences, d'expérience, et donc c'est vrai qu'on peut discuter parfois de façon un petit peu dure, mais finalement on arrive toujours à un consensus qui va regrouper non pas une petite partie des gens, mais quasiment l'ensemble. Et ce type de parti populaire, c'est justement ce dont nous avons besoin pour pouvoir susciter une certaine confiance dans le monde politique. J'exprime mon respect également pour tous celles et ceux qui sont engagés dans ce parti, qui le dirigent, le président, le secrétaire général et toutes les personnes qui tournent autour de ces gens finalement et qui permettent à ce parti de fonctionner. Je vous souhaite un excellent congrès. Je remercie également donc le Premier ministre et les membres du gouvernement et je les remercie pour l'élan également qu'ils mènent, qu'ils ont lancé dans ce pays depuis 16 mois et 5 jours précisément et qu'ils restent surtout aussi motivés qu'ils l'ont été jusqu'à présent. Ce sont des personnes vraiment motivées, bien qu'elles restent motivées comme au premier jour, donc continuez comme vous avez commencé.
chers amis, quand je regarde cette salle ici à Ettelbruck, eh bien, je sais ce que j'aimerais voir au sein du CSV et je suis heureux d'être président de ce parti. Quand je regarde le petit film également, je me rends compte que nous sommes toutes et tous ensemble et donc je tiens à vous remercier d'être là ce matin, aussi nombreux, aussi nombreuses. C'est particulièrement important, surtout d'ailleurs en cette époque où des défis importants se posent à nous. Nous avons une grande responsabilité et ce sera d'ailleurs le thème de ce congrès. Je remercie donc le président, je remercie Jean-Paul et la section d'Ettelbruck et toute son équipe pour l'accueil particulièrement chaleureux dont nous bénéficions, pour l'excellente organisation de ce congrès. Et c'est une joie en qualité de président du parti de pouvoir donc ouvrir officiellement ce congrès. Merci pour votre présence. Donc, et ensemble, nous voulons vraiment passer une bonne matinée les uns avec les autres. Alors, comme toute organisation, nous voulons le faire évidemment de façon organisée. Donc, je voudrais savoir si vous êtes d'accord d'adopter donc les conditions générales du fonctionnement de ce congrès. Donc, l'ordre, le règlement d'ordre intérieur. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous l'avez reçu par Internet en principe. Voilà. Et nous avons besoin également d'une équipe dynamique donc, qui mène ce congrès et je voudrais proposer que le président de ce congrès, Ricardo Marques, qui a toute la dynamique qu'il faut, aussi bien d'ailleurs à la Chambre qu'ici, puisse diriger donc ce congrès. Est-ce que le congrès est d'accord? Bien. Ricardo, donc c'est une approbation, mais tu as besoin d'une équipe autour de toi. Et donc je propose en qualité de secrétaire Kim Mosel et pour le district du Nord, donc Carol Weigel, pour l'Est Eric Kiefer et pour le centre Luc Zwang. Est-ce que vous êtes toutes et tous d'accord? Très bien, merci beaucoup. Donc voici Ricardo qui arrive avec Kimi. Je vous cède donc la parole de manière à pouvoir donc bien organiser ce congrès de ce matin. Alors, je vous souhaite également donc le bonjour, à notre nom tous les deux. Je vous remercie également pour votre confiance. Alors, Luc a raison, effectivement, quand on regarde la salle, on est heureux de voir qu'autant de personnes aient trouvé la route pour venir jusqu'à Ettelbruck ce matin. Je voudrais donc remercier la section d'Ettelbruck également, Nathalie Juncker également. Merci donc pour l'accueil très chaleureux ainsi que pour l'excellent service. Merci donc de tout cœur. Eh bien, mesdames et messieurs, le congrès national permet... Oula, je fais du bruit. De lancer, de jeter l'ancre finalement et de pouvoir regarder un petit peu comment notre navire a suivi son cours. Et en même temps, c'est une possibilité également de pouvoir affiner quelque peu nos objectifs politiques et de pouvoir aussi donner un cap à ce navire. Luc, notre leader, qui est également notre capitaine, a jeté l'ancre donc et nous attendons maintenant ce que son équipe a à nous dire. En effet, mes chers amis, dans le contexte de la crise en Ukraine, où vous avez également Donald Trump qui remet en cause tous les droits fondamentaux, où le ton devient de plus en plus agressif, nos valeurs sociales et chrétiennes sont de plus en plus importantes. Nous avons besoin de solidarité, de responsabilité, de subsidiarité. Ce ne sont pas des concepts abstraits, ce sont des concepts qui doivent trouver leur chemin dans notre politique. Nous devons proposer la stabilité, faire ou mener une politique qui permette le dialogue et non pas la scission entre les gens. Nous voulons donc soutenir tout le monde et nous voulons être proches des gens. Si nous ne sommes pas proches des gens, les gens vont chercher des réponses ailleurs, y compris donc auprès de partis qui n'ont pas de réponse. Regardez ce qui se passe en Allemagne. 10 millions de personnes ont voté pour l'AfD, dont des jeunes de 18 à 24 ans. Et
franchement, ça crée un certain nombre de soucis parce que c'est un signal que nous ne pouvons pas ignorer. De nombreux jeunes ont perdu la confiance dans les partis traditionnels parce qu'ils ont le sentiment de ne pas être écoutés. Chers collègues, nous avons besoin, plus encore aujourd'hui qu'avant, du CSV, avec un chef, avec un cap, un chef qui sait où il va. Et ce congrès national est donc le bon moment pour pouvoir vérifier ce cap, pour pouvoir tirer leçon des tempêtes que nous avons traversées, pour pouvoir également définir donc, tout ce que nous allons faire pour les générations à venir. Et tout ne dépend pas du navire et de sa solidité. Beaucoup dépend également de la vision du capitaine et nous voulons vraiment donc lui faire confiance pour ce voyage. Je me réjouis tout particulièrement donc de pouvoir relever tous les défis. Je voudrais donc parler un petit peu du congrès parce que c'est particulièrement important. Donc les membres qui ont le droit de vote ont reçu donc une carte qui leur permet de voter. Nous aurons besoin donc de voter sur 3 points à l'ordre du jour, le rapport d'activité, le rapport financier et l'adaptation des statuts. Et tous les délégués donc ont en fait une voix, ils peuvent donc le signaler donc à Kémy, au bureau du Congrès. Et pour ces points, si vous avez des remarques, donc vous serez invité sur scène. Tout cela porte aussi, bien sûr, sur le contenu de ces 3 points. La direction du parti donc, pourra réagir. Le temps de parole donc, doit être le plus court possible, 2 minutes maximum. Et s'il y a une déviation par rapport au sujet, nous le signalerons et je m'en chargerai personnellement. Donc, on le met dehors. Non, non. On lui retire la parole simplement. Donc le rapport financier, le rapport d'activité également donc, sera voté à la majorité des voix, majorité simple. L'adaptation des statuts requiert 2 tiers des voix. Voilà, chers collègues, l'année dernière, nous avons perdu des membres. Et nous avons des suppléants. Je pense notamment donc, à François Collet, Henri Nankert, André Konsdorf, Jean-Marie Bourg. Et je voudrais personnellement penser aussi à notre ami Marx Engels, qui a géré ce parti dans l'Est, qui était député, qui était bourgmestre, qui était président de canton, qui était un collaborateur de valeur, qui était aussi donc un excellent ami. Je voudrais donc que nous nous levions pour 1 minute de silence en leur mémoire. Merci beaucoup. Nous allons passer donc au premier point. Il s'agit du rapport de notre secrétaire général, de nos secrétaires généraux, pardon. Alex, Françoise, vous avez la parole. Eh bien, chers amis, je ne vais évidemment pas vous faire un rapport détaillé. Vous avez la possibilité, donc via votre carte électorale, de scanner donc le QR code et de l'obtenir. Je voudrais simplement revenir sur quelques événements qui ont marqué cette année. C'était une année électorale. Nous avions donc le 9 juin 2024 donc les élections européennes, la campagne en 2023. Et notre
slogan était donc pour une voix forte en Europe. Nous avions donc 6 candidats. Nous avons parcouru tout le pays, nous avons organisé 4 congrès électoraux et nous avons également discuté avec de nombreux citoyens, de nombreuses organisations de citoyens. Donc je tiens à remercier les centaines de membres du parti qui se sont engagés et qui ont soutenu donc le CSV et les candidats que nous avions présentés. Nous avons eu donc des discussions directes avec les habitants, les gens. Nous avons collé des affiches. Nous avons également été présents sur les médias sociaux. Nous avons aujourd'hui donc deux députés européens, députés luxembourgeois donc au Parlement européen. Le 6 novembre 2024, la nouvelle Commission européenne a également été approuvée par le Parlement européen. Et nous sommes particulièrement heureux de voir Christophe Hansen, qui est aujourd'hui notre nouveau commissaire européen pour l'agriculture et l'alimentaire. C'est une responsabilité importante et nous sommes certains qu'il pourra l'assumer sans problème. Chers amis, nous travaillons pour un Luxembourg qui appartient à tout le monde et ce n'est que le début de notre travail. Nous allons continuer à mener une politique qui saisit les problèmes à bras-le-corps et qui propose des solutions réelles. Au cours des derniers temps, nous avons beaucoup voyagé. Nous avons vu également dans les différentes sections, dans nos différents éléments de cette organisation, donc le travail qui est accompli. Nous vous remercions pour votre confiance. Nous vous remercions également pour tout ce que vous faites pour nous, pour votre engagement, avec confiance, avec conviction également. Avec évidemment donc, notre soutien. C'est véritablement une passion et nous voulons continuer donc, à faire en sorte qu'au Luxembourg, tout le monde compte. Chers amis, qu'avons-nous fait donc, depuis que le gouvernement est en place? Eh bien, après les élections de 2023, notre gouvernement a été très clair. Nous avons besoin d'une politique nouvelle, d'une politique moderne, d'une politique responsable, d'une politique où l'être humain est en fait le centre de nos intérêts. Chers amis, nous avons réussi à le faire. Je sais que la plupart d'entre vous allez dire oui mais on en a déjà parlé, c'est vrai, mais le CSV a fait le nécessaire. Et je ne me fatigue pas à répéter la même chose. Effectivement, nous avons réussi avec notamment donc, une table ronde sur le logement. Nous avons réussi donc à regrouper tous les responsables autour d'une table et à trouver des solutions actives pour lutter contre la crise du logement. Pour la simplification administrative également, supprimer les obstacles administratifs et nous avons tenu également des promesses pour pouvoir construire plus et plus vite. Cela fonctionne. Nous avons également mis en place des législations pour la protection de l'environnement et de la nature. Il est possible d'être pragmatique et de protéger la nature en même temps. Et le climat donc nécessite une politique et notre gouvernement souhaite s'attaquer à cette politique et proposer des énergies alternatives notamment et les encourager. Nous avons également parlé du net et du brut grâce à un allègement fiscal. Nous avons adapté ces barèmes, les gens de plus de 64 ans, les personnes seules également. Nous avons aussi donc supprimé l'imposition sur le salaire minimum. Dans la plupart des pays, donc les agriculteurs sont sortis, ont bloqué les autoroutes. Au Luxembourg, ce n'a pas été le cas. Pourquoi? Bien parce que nous avons une ministre qui s'engage pour l'agriculture, une femme du terrain. Et bien sûr, donc, pouvoir vivre ensemble est important. C'est donc la raison pour laquelle le gouvernement donc, a pris des mesures claires pour faire en sorte que la sécurité publique soit améliorée. Et dans ce contexte, nous avons mis en place la police locale. Et cette semaine, à l'ordre du jour des réunions de la Chambre, eh bien, il y a un point particulièrement important, les pensions de retraite. Les retraites, donc ça concerne aussi bien les personnes plus âgées que les jeunes. Et notre ministre pour la santé et la sécurité sociale a décidé de prendre ce problème en main via donc une consultation nationale. Cette consultation donc, a permis de pouvoir mettre autour d'une table tous les intervenants, mais également
toute la population. Et cette plateforme, donc schwatzmat.lu, est le forum qui permet justement pour la première fois de discuter véritablement avec la population. C'était un succès, c'est la première fois que ça se fait dans notre histoire. Chers amis, ce gouvernement agit. Nous ne nous battons pas contre des moulins à vent, nos priorités sont claires. Nous voulons donc regrouper l'environnement, l'économie et le social. L'un ne va pas sans l'autre. Et donc c'est pour cela que le CSV se bat, c'est pour cela que nos politiques se battent également. Chers amis, chers collègues, François et moi sommes fiers d'être secrétaire général de du plus grand parti du pays, le seul parti populaire du Luxembourg. Nous sommes un parti pour tout un chacun, pas juste pour quelques groupements d'intérêt, pas juste pour une idéologie, mais pour toutes les couches de la société. Et ça, c'est quelque chose où nous tous, ensemble, on peut être fiers. Et nous sommes ici ensemble parce que nous avons une base, des fondations communes. C'est la liberté, la justice et la responsabilité, les valeurs qui nous guident. Et ce ne sont pas que des paroles qu'on a dans le programme consensuel chez nous. Non, c'est vraiment une promesse au Luxembourg pour tout un chacun dans cette salle et dans le pays. Nous croyons en les droits humains. Nous croyons que chacun peut disposer de sa vie de manière autodéterminée. La liberté va de pair avec la responsabilité et c'est la raison pour laquelle nous devons faire agir la justice, répartir les chances pour tout le monde et emmener tout le monde dans la société. Et nos principes de base sont clairs, solidarité, subsidiarité et durabilité. Autrement dit, nous aidons où de l'aide est nécessaire, mais nous croyons en l'individu aussi. Nous voulons œuvrer pour un avenir qui n'est pas pour demain, mais aussi pour après-demain. Et ces principes-là, en tant que CSV, nous les avons défendus depuis notre fondation, pas seulement ici dans notre pays, mais aussi au niveau européen. Nous avons aidé de construire une Europe, une Union européenne sur base de ces valeurs-là. Nous y croyons, car seul avec la liberté, ensemble et avec la responsabilité, on peut créer un meilleur monde pour l'avenir. Et aujourd'hui, chers amis, ces valeurs-là connaissent une certaine pression. Attaquer des extrêmes droites qui sèment la peur et la méfiance vis-à-vis de notre société, attaquée par des populistes de droite et de gauche qui, avec des paroles émotionnelles, veulent œuvrer comme remplacement d'une politique réaliste, attaquée par des dictateurs qui violemment luttent contre notre liberté et la voix de l'individu. Le conflit qui le montre le plus, c'est la guerre en Ukraine. Depuis 3 ans, la Russie mène une guerre d'agression inhumaine et contre le droit international, contre l'Ukraine, une population libre, une population qui vient d'autre que ce que nous avons ici, vivre dans un État libre et démocratique. Et en tant que CSV, nous avons dit dès le départ, nous avons pris position très clairement pour dire que nous allons soutenir l'Ukraine avec tout ce qui est dans nos possibilités. Et aucune propagande, aucun faux narratif est admis, tel que lancé par Poutine, la Russie, qui veut tout d'un coup faire des victimes. Donc, un dictateur attaque un pays libre, c'est ça le problème, pas le problème qui se défend, du pays qui se défend. En tant que petit pays, nous n'avons aucun intérêt dans un monde où seul le droit du plus fort prévaut. Nous avons besoin d'état de droit, démocratie, agir ensemble. Le CSV représente cela et quand on regarde le programme de congrès, grand défi, grande responsabilité, rien n'est plus important que d'œuvrer pour la paix et la liberté en Europe. Mais aussi chez nous, à la maison ici, il y a de grands défis qui nous attendent à l'agenda et nous posons les questions d'actualité en tant que CSV. Nous assumons cette responsabilité. Nous voulons rendre notre économie plus compétitive, délester les gens, renforcer le pouvoir d'achat. Françoise l'a dit, notre ministre des Finances, durant ces 6 derniers mois, a lancé un grand nombre d'activités, adaptation du barème fiscal,
un paquet pour délester les individus, mais il y a encore d'autres discussions en cours. Je voudrais parler brièvement du prix de l'énergie. Une critique qui revient de la SAP, entre autres la SAP. Vous êtes non seulement des faux, mais aussi sans responsabilité. Le Luxembourg a encore des prix d'électricité les plus bas en Europe. Et cela fait encore et toujours du sens, et c'est un choix euh, peu onéreux de passer des énergies fossiles vers l'électricité, que ce soit pour le chauffage et la mobilité. La SAP, en fait, atteint le contraire de ce qu'ils veulent, soi-disant atteindre, pour éviter que plus de gens ne le fassent déjà. Et le gouvernement CSV a aussi pris en compte l'aspect social. La prime énergétique a été triplée. Un grand nombre de familles avec un petit revenu ont pu couvrir enfin leurs coûts. Une politique énergétique avec l'esprit et le cœur, avec aucun reflet populiste. Et c'est ça, prendre ses responsabilités, pas comme la LSAP, où l'ancien ministre de la Sécurité sociale, ancien, ne veut plus entendre parler aujourd'hui des lois et des mécanismes qu'il avait encore lancés, lui, en 2012, dans le cadre de sa propre réforme des pensions. Au lieu de faire des propositions concrètes, ils veulent simplement encore discuter avec les syndicats, et cela sans pour autant inclure les personnes concernées, notamment la jeune génération. Donc, il ne cesse de critiquer notre ministre qui a lancé une phase de consultation ouvre et transparente avec tous les acteurs, notamment les jeunes. Et je voudrais dire très clairement que je fais les louanges de notre ministre explicitement pour cette approche, car c'est exactement cette génération-là car c'est exactement cette génération-là qui va devoir supporter les conséquences à l'avenir, et donc c'est juste et adéquat de les inclure activement dans cette discussion. LSAP dit lors de chaque conférence de presse qu'il faut plus de politique sociale, mais ils n'ont pas de plan et pas d'approche de financement. Et alors, on prétend que notre Premier ministre gouverne sans cœur et sans réflexion, mais est-ce que c'est responsable d'être d'accord avec toutes les exigences des syndicats, qu'elles soient réalisables ou non? Est-ce que c'est responsable de dire aux gens qui travaillent durement ou qui investissent de prendre toujours pour eux le rôle des responsables? Non. La répartition fonctionne si on a réalisé des bénéfices au préalable. La politique sociale a besoin d'une base très solide et il faut travailler pour cela. Et nous sommes notamment le parti qui relie l'aspect économique avec le social et le durable. Nous représentons une politique stable, responsable économiquement et sociale également. Et je reste optimiste. Nous avons les bonnes personnes, le bon Premier ministre, les bonnes idées, nous avons la confiance de la population et dans le quotidien, nous œuvrons pour maintenir ce niveau de confiance. Donc ce n'est pas une époque qui demande des théories, mais de la responsabilité. Les grands défis évoquent les grandes responsabilités, c'est la devise de ce congrès. Et en tant que CSV, nous sommes d'accord pour supporter cette responsabilité pour le Luxembourg, pour l'Europe et pour l'avenir, et nous le ferons avec grand plaisir avec vous tous et toutes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Francis et Alex. Et un autre élément de votre rapport, justement, c'est un nouveau moment dans le déroulement du congrès. J'appelle ça le speed dating. Dans le CSV, nous avons certaines sous-organisations qui constituent des parties importantes de notre partie, de notre navire. Les présidents et les présidentes de ces sous-organisations vont chaque fois adresser quelques paroles, en chaque fois 2 minutes, concernant leurs activités. Là, il y a les congrès, peut-être plus même de leur vision, de leurs idées, de leurs soucis ou de leurs solutions pour le CSV et pour le pays et pour la population. Mais s'il vous plaît, maintenez le temps de parole imparti que je mets à votre disposition, 2 minutes. Et nous commençons par le CSG. Mélanie, le speed dating commence avec toi.
Chers tous et toutes, bonjour. Je vais essayer de respecter le temps imparti. Grand défi, grande responsabilité. Ça vaut aussi pour les communes. Les communes ont par exemple une grande responsabilité pour ce qui concerne le logement abordable dans le cadre de la nouvelle législation en matière de logement abordable. Nous sommes en train de travailler par rapport à un document pour que nos représentants des communes puissent assumer les grandes responsabilités et expliquer le contenu. Le président de section a cogné des entrevues avec les députés Diz et Kausbach et Milo Glou, le ministre de l'Intérieur. Merci à tous les quatre pour la bonne coopération. Nous avons besoin de communes fortes. Ici, le gouvernement assume enfin ses responsabilités. En tant que CSU, nous sommes contents qu'avec Léon Glaude, nous ayons enfin un ministre de l'Intérieur qui fait preuve de responsabilité et qui s'occupe vraiment des communes, contrairement aux 5 années précédentes où ce ministère n'a pas fait grand-chose. Donc, on n'avait pas vraiment l'impression que ce ministère avait fait grand-chose dans le domaine. C'était plutôt le contraire. Durant ces dernières années, on a eu des éléments qui se sont accumulés et Léon s'en occupe. Enfin, quelques exemples. La police communale, quelque chose de très important pour la sécurité de nos citoyens et augmenter le congé politique, une valorisation du travail important que nous prestons tous les jours dans nos comités. Dans le plan communal, il y a encore beaucoup d'éléments à faire, mais Civicol l'a montré dans son étude récente. Mais nous sommes pleins de confiance vis-à-vis de Léon que tu vas t'occuper de tous ces chantiers et tu vas continuer à nous soutenir, les communes. Grande responsabilité, grand défi, cela vaut aussi pour les communes en matière de sport et de bénévolat. En mettant au point le programme cadre pour les prochaines communes, législation communale, une entrevue avec M. Georges Michaud et entrevue le coordinateur sportif promu par le ministre des Sports. Environ 15 communes sont déjà impliquées en signant les conventions, en soutenant activement les associations. Le ministère des Sports montre les bons signaux et dans l'interview du 12 mars, on a dit que la balle est dans le corps des communes et dans mon comité et dans ma commune, je vais aussi œuvrer en faveur de plus de communes encore qui instaurent le rôle de coordinateur sportif. Tous les défis que l'on voit au niveau communal peuvent être entamés et ensemble nous pouvons assumer une responsabilité. Merci à mon comité pour la bonne coopération. Merci au gouvernement pour le soutien très important des communes et merci à vous tous de votre attention. Mélanie Grune, présidente des conseils communaux. Nathalie Morgata, la présidente des femmes, comme elle dit, des Frauen. Nathalie, à la parole. Chers amis, en tant que société de cohésion et avec nos défendresses des causes de la femme, nous avons bien avancé, mais l'égalité entre hommes et Frauen, les femmes, n'est toujours pas atteinte. Il y a encore et toujours des différences entre les attentes et la réalité dans la politique, dans le travail, dans le quotidien. Et donc la participation politique reste encore une question de genre. La voix des femmes dans la politique n'est pas devenue une évidence au Luxembourg, tant à la Chambre qu'au gouvernement et même dans le Conseil communal, seulement un tiers de représentantes féminines. Jusqu'à aujourd'hui, les femmes ont montré qu'elles peuvent changer le monde quand elles élèvent la voix et le monde autour d'elles change avec elles. L'égalité a toujours fait l'objet de luttes et nous devons en être conscientes quand nous croyons qu'il n'y a plus rien à perdre. Vous allez vous demander ce que cela signifie concrètement pour CSF. En tant que CSF, il faut rester vigilante et ne pas hésiter à élever la voix à l'intérieur du parti et en dehors. Et l'égalité des chances ne concerne pas que les femmes, cela nous concerne tous et toutes. Une société marquée par l'égalité des droits est plus productive et plus satisfaisante pour tout le monde. Moi, je préfère une approche holistique et donc je plaide en faveur d'une approche où dans nos sous-organisations, nous lancions une coopération encore plus étroite. Il faut plus d'échanges, plus d'aide parmi nous, notre propre diversité et notre richesse. Nous devrons vraiment tirer profit beaucoup plus de la diversité, comme dit Thomas Barry, l'Américain. Avec plus de diversité, on a plus une société complète et holistique. Merci de votre attention. Merci.
Merci Nathalie. Et puis je vais demander Gerta Schake, nouvelle présidente de CSV International, CSI. Chers présidents de parti, chers secrétaires généraux, chers mesdames et messieurs, chers membres, chers amis, c'est un grand honneur pour moi aujourd'hui d'être devant vous et de me présenter en tant que nouvelle présidente du board de la CSV International et j'assure à présent le rôle de présidente. Notre board émet un grand nombre d'idées, beaucoup d'énergie et un grand engagement pour que la société au sein de notre pays reçoive de l'aide et du soutien. CSV International a un rôle important à jouer pour faire en sorte que chacun se fasse écouter. Le board CSV International élabore un nouveau programme de stratégie pour aider plus de personnes à bien comprendre la politique du pays, de participer et de jouer un rôle pour créer l'avenir du pays. Nous avons aussi une coopération avec le Comité national du CSV pour que le Luxembourg ait encore une base plus forte pour tout un chacun venant de tous les pays. C'est une période intéressante et très excitante pour CSV International, créer plus de possibilités d'engagement, renforcer notre base et garantir que tout un chacun puisse retrouver une place dans la politique. Merci beaucoup pour votre soutien. Nous nous réjouissons avec vous tous et toutes de lancer la coopération future. Un grand merci. Merci beaucoup, Gerta. Il n'y a pas un comité chez vous, c'est un board. Très bien. Ça sonne vraiment bien. C'est très innovant comme groupe. Je me réjouis de mieux faire votre connaissance encore. Matti Steinmetz à présent, qui représente les jeunes, les young. Chers tous et toutes, merci beaucoup Ricardo. Tu fais ça vraiment de manière exemplaire car tu fais partie encore de la CSJ justement. Certains ne le savent pas. Ricardo a œuvré comme Saint-Nicolas à Echtonard-aussi. C'était un de ses multiples rôles au sein de la CSJ. Enfin, grand défi, grande responsabilité. Voilà le sujet et le slogan de ce congrès aujourd'hui. Nous, les jeunes, sommes confrontés à de grands défis également. En ce moment, il y a, comme vous l'avez entendu, la grande discussion autour d'une réforme potentielle des pensions en tant que CSJ. Nous avons fait de ce sujet ces dernières semaines, ces derniers mois, un sujet prioritaire car nous avons constaté que le système tel qu'il existe pour l'instant ne pourra plus subsister à l'avenir. Mais pour nous, il est très clair en tant que CSJ que nous ne devons pas toucher à l'âge de la pension de 65 ans et les années d'études doivent être maintenues. Nous sommes d'accord pour mener une discussion par rapport à toutes ces questions. Nous pouvons imaginer qu'on parle d'une période de minimum d'études, plus une année de tolérance, éventuellement pour réduire le nombre d'études à certaines exceptions près pour les études qui durent plus longuement, par exemple les études de médecine. Comme exemple, nous vivons une période du lifelong learning, l'apprentissage tout le long de la vie, ça doit être retenu aussi à l'avenir. Notre pays, notre économie sont confrontés à de grands défis. Nous sommes encore et toujours à la recherche de nouveaux employés, de nouveaux talents pour la transition digitale et de la transition verte aussi. Mais permettez-moi aujourd'hui d'aborder comme deuxième sujet un sujet qui tient à cœur aux jeunes, la santé mentale. Pour nous, la santé mentale ne doit pas devenir un luxe et pour nous, c'est un droit fondamental à continuer à défendre au sein de notre société. Et c'est la raison pour laquelle la CSJ a décidé de créer un groupe de travail à ce sujet. Tous les jeunes qui sont parmi nous aujourd'hui, les nouveaux jeunes membres recrutés ces dernières semaines, ces derniers mois, je les vois déjà ici, je m'en réjouis et je vous invite tous à contribuer à cette discussion très importante. Les différents rapports l'ont bien montré, la santé mentale au sein de notre société constitue un problème. Pas seulement parmi les adultes, mais notamment parmi les jeunes. Et là, nous voulons nous attaquer à ce problème. Quelques remarques encore concernant les développements internationaux et géopolitiques. À la fin de ma contribution, notre génération connaît une Europe des frontières ouvertes, de l'euro, d'Erasme et d'autres grands projets et avantages. Mais
ces dernières semaines, ces derniers mois, on voit qu'il y a différentes forces qui veulent y mettre un terme. Et pour nous, cela n'est pas acceptable. Les contrôles frontaliers allemands que l'on observe à nouveau aux frontières voisines, eh bien, représentent une attaque par rapport à tout ce que nous défendons. Nous attendons à ce que le nouveau gouvernement qui va se créer dans les semaines à venir rejoigne ces réflexions et fasse demi-tour pour ce qui est de ces contrôles. Et nous en avons parlé avec les collègues de la Junge Union en Allemagne pour dire que c'est la mauvaise voie. Et nous sommes dès lors contents que ce gouvernement, eh bien, a émis une réserve par rapport à cette mauvaise décision ici et à Bruxelles. C'est un atout qu'il ne faut pas abandonner aussi facilement. La sécurité est redevenue un grand défi en Europe aussi ces temps-ci. Chaque euro investi dans la sécurité constitue un euro bien investi pour continuer à pouvoir vivre en paix et en liberté. En tant qu'Européens, nous devons serrer les rangs afin de pouvoir continuer à vivre justement en paix et en liberté. Le Luxembourg, on va certainement contribuer à, à ce grand objectif dans les semaines et mois à venir. Grand défi, grande responsabilité. Nous sommes d'accord et prêts à les assumer avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tout le monde a évidemment réussi à maintenir les 2 minutes, sauf les jeunes. Mais bon, on ne va pas être sévère avec les jeunes, ok? Un grand merci à vous tous et toutes. Permettez-moi d'ouvrir une parenthèse en matière de santé mentale, justement. Lorsque l'on tombe dans les escaliers ici, par exemple, eh bien, on sait que je peux tout de suite me rendre à l'hôpital Saint-Louis, comme il s'appelle ici, je crois, faire des rayons X et voir s'il y a des problèmes à l'intérieur de mon corps. Mais si je ne vais pas bien, je ne vois plus très bien à qui je peux appeler, sur qui je peux compter, à qui je peux en parler. Et c'est très important que la santé physique et mentale reçoivent le même euh, intérêt. Et avec notre ministre de la Santé, c'est bel et bien le cas. Quand je parle de ce genre de sujet avec elle, je m'en réjouis toujours. Donc, merci Martine de prendre tout cela très au sérieux et de se focaliser, de te focaliser sur l'ensemble, la santé physique et mentale. Merci beaucoup. Cela nous amène à notre homme des chiffres, Terry Schumann, notre trésor général. Je vous en prie. Merci Ricardo. En tant que psychologue, je ne puis que soutenir ce que tu viens de dire, aussi ce que Métier a dit. Merci beaucoup. J'ai combien de temps là? 5 minutes. Oh, bon. Alors, je peux vous donner un peu plus de détails que de dire soyez en paix, nous avons des sous. 4 minutes 51. OK. Ce que vous voyez ici, je vais quand même le lire ici car là c'est trop petit. C'est le compte de perte et profit de ces dernières années en cotisation, 134 000 euros, un peu moins que l'année précédente parce qu'une série de personnes, notamment pour l'année électorale 23, ont réduit leur cotisation. Contribution des mandataires, là ça augmente fortement, vous le voyez, car nous avons maintenant nos ministres qui payent dans la caisse aussi. En 2023, on n'avait pas ça, et ça fait une différence importante de 232 à 292 000. Les dons, il y a eu moins. En 2023, il y avait une série de dons pour les élections. En 2024, on en avait moins du coup. Ça explique pourquoi les différentes sections en 2024, avant 2024, je veux dire, avaient reçu moins de sous qu'en 2023. Financement public, vous voyez que cela augmente. C'est un petit peu l'index. C'est aussi une série de points que nous avons en plus liés aux élections, car là on calcule par rapport aux élections justement le reste, bon, autre grand bloc, autre recette, 615 000 euros. Ça, c'est des réserves qu'on avait pour la campagne des élections européennes. De l'autre côté, vous voyez les dépenses, frais de communication, 90 000 euros, annonce, un grand bloc, campagne électorale européenne pour près de 600 000 euros.
Aide financière, ça c'est ce que les sections ont reçu, 107 000 euros. Puis on a les frais de personnel, un léger recul parce que nous avions engagé les personnes pour les différentes campagnes en tant qu'auxiliaires et ces personnes-là ne sont plus parmi nous. Puis on a mis de côté de l'argent pour les campagnes électorales, 600 000 euros, vous le voyez à la fin, parce qu'au niveau des dépenses, on a prévu ce poste-là et donc on a un résultat de 16 000 euros pour l'année dernière, vu cette rubrique importante. Voilà les pertes et profits. Pour ce qui est du bilan, ça c'est fait rapidement. Non, ça c'est un peu trop rapide quand même. Voilà. Non, la page d'avant, s'il vous plaît. Nous avons un circuit équivalent de 700. Ah, c'est revenu, ok. 775 000 euros, actifs circulants, avec les coûts chez nous, et quelques créances encore, des sous que l'on devra encore nous payer, charges à reporter et un total général de 824 000 euros d'un côté, et puis de l'autre côté, les fonds propres, 155 000 euros, et puis 600 000 euros qui sont déjà des provisions pour les campagnes électorales futures. Quand on continue sur cette voie-là et on est rassuré pour les prochaines élections à venir, et si tout se passe vraiment bien, il faudra montrer renserrer dans l'octave les prochaines élections communales. Il ne faudra plus dire aux sections d'ajouter quelques montants. Ce serait quand même pas mal. Alors, je vous vois tous à la cérémonie à la fin pour le célébrer. Voilà encore pour ce qui est du budget de cette année-ci. Un budget de 1 476 000 en recul légèrement par rapport à l'année précédente parce que, évidemment, l'année dernière, il y avait les élections européennes qu'on n'a pas cette année et des recettes légèrement plus élevées puisqu'il y a l'index qui intervient. Cotisation, là, j'ai mis 120 000 prudemment. Comme contribution des mandataires, c'est le budget normalement. Le- non, je dois le dire autrement. Le réalisé 24 est moins élevé que le budget 24 parce que là, il y a eu une tranche d'index qui avait été prévue et qui n'est pas intervenue, donc la contribution a été un peu plus basse. L'année dernière, elle va revenir cette année, donc on a prévu un petit peu plus. Au niveau des dépenses, l'année prochaine, frais de communication 140 000, bon, campagne électorale, évidemment zéro. Euh, les différentes organisations de base et sections 155 000 euros. Les sous à verser, ça c'est un peu plus que l'année dernière parce que notamment les organisations de base et les sections euh, pour 2024 sont seulement intervenues et ont obtenu cela pour 2025. Manifestations comme celle-ci, mais autres, 150 000 euros. Frais de personnel, 650 000 euros. Et un point qui va vraiment être cher cette année, mais qui est unique parce que nous nous modernisons. Fichier membre 60 000 euros. En principe, cela nous donne une situation où, malgré l'une ou l'autre dépense spéciale et malgré le fait d'avoir un budget constitué prudemment, nous arrivons à 195 000 euros d'excédent que nous pourrons alors ajouter aux 600 000 mis en réserve pour les prochaines élections. Voilà. Merci pour les slides. Quelques commentaires. Il faut bien les faire, évidemment. Alors, Duralex, cette Lex, la Cour des comptes, c'est comme ça, c'est très précis. Quand je pense notamment aux temps anciens, nos prédécesseurs, mes prédécesseurs ont dû agir avec beaucoup moins de sous de l'État comme nous pouvons le faire aujourd'hui. Et le corollaire de cette loi de financement des partis, c'est que maintenant, on va contrôler de manière très sérieuse tous les détails. On doit même expliquer une note de restaurant de 100 euros pour dire qui a été mangé là.
Tous les contrats conclus doivent être envoyés. Il y a un grand nombre de questions posées par rapport à tout. Qu'est-ce que cela signifie? La Cour des comptes regarde avec grande précision chez nous et chez les autres. Et je crois que vous le savez. Prochain slide. Vous savez que quand ça ne fonctionne pas, qu'ils ont trouvé quelque chose, alors la Cour des comptes vient avec toute sa cavalerie. Et Malrat, eh bien, on ne veut pas en arriver là, hein. Nous avons des collègues qui sont en discussion, les uns les autres, des tiers. Moi, j'aime bien quand on ne parle pas de nous, et même si nous sommes le plus gros parti avec le plus grand nombre de membres, je ne connais pas le budget des autres, et les autres ne doivent pas connaître le nôtre. C'est pour ça qu'on ne le trouve pas sur un quelconque site. Mais nous le faisons de manière très sérieuse. On ne veut pas en arriver là à droite, et c'est pour ça que je vais vous énerver ici et là, je le sais. Je suis parfois un petit peu sec, parfois je suis un petit peu impatient. Et bon, je m'en excuse si le ton n'est pas adéquat, c'est là, ou si je dois dire quelqu'un comme déjà l'année dernière. Et une facture du centre de parti, ce n'est pas bien le bonjour de Nathalie, mais à salutation de la ville, mais il faut les payer, notamment ces notes. C'est pas juste une salutation, mais tous mes collègues trésoriers des différentes sections, des candidats, des mandataires, vous tous et toutes, vous faites du bénévolat, vous êtes un pilier de ce parti. Sans ce parti, le pays irait beaucoup moins bien. Et donc, je vous remercie tous et toutes pour votre engagement. Merci. Merci beaucoup Thierry. Alors, si l'on avait donc une question simplement, donc comment gérons-nous ce parti? Eh bien, c'est un travail exemplaire. C'est les photos que je montrerai finalement. Façon donc exemplaire de gérer ce parti, et je tiens à vous remercier au nom de tous les représentants et représentantes qui sont ici dans la salle. Une caisse doit cependant être contrôlée, et donc je vais demander à Gast Kraus de bien vouloir de venir sur scène, pardon, donc il est réviseur au compte. Monsieur le président du parti, Luc Frieden, monsieur le président du congrès, Ricardo Marquez, et chers membres du CSV, le mandat que Jacques Brunner-Bauer et moi-même avons reçu donc, pour contrôler les comptes au cours des derniers mois, bien, nous l'avons fait donc, avec le trésorier général donc, au siège du parti. Et comme vous le voyez, donc, le résultat des activités avec les élections européennes en 2024 montre donc une provision de 600 000 euros environ. En résumé, nous pouvons conclure que la comptabilité a été gérée correctement. Par sondage, nous avons contrôlé donc un certain nombre de factures qui correspondaient donc à la comptabilité. En conséquence, nous recommandons que le Congrès adopte les comptes tels qu'ils ont été présentés et qu'il les approuve. Nous donnons des charges également de Thierry Schumann. Nous avons l'habitude évidemment d'avoir une comptabilité qui est gérée de façon très précise. L'année dernière, donc la Cour des comptes n'a rien reproché à cette comptabilité, donc nous l'en remercions. Voilà, donc en ce qui me concerne, je vous remercie pour votre attention. Merci également à vous. Et bien voilà, donc mesdames et messieurs, nous sommes environ donc 500 dans la salle. Et sur ces 500, nous avons 306 personnes qui ont donc le droit de vote. Je vais leur demander de bien vouloir dégainer leur carte. Et nous allons ensuite nous prononcer sur l'approbation des rapports. Il n'y a pas de demande de prise de parole, donc nous pouvons passer directement donc, au vote. Concernant le rapport d'activité, qui est pour? Vous pouvez donc lever votre carte et la montrer. Merci beaucoup. Qui est contre? Personne. Y a-t-il des abstentions? Aucune.
Eh bien, donc, il est adopté à l'unanimité. Peut-on passer maintenant au rapport financier? Donc ici aussi, il n'y a pas eu de demande de prise de parole, donc nous pouvons voter directement. Mes chers membres, qui est pour? Levez la carte. Merci. Qui est contre? Personne. Y a-t-il des abstentions? Eh bien, bravo. Donc le rapport financier est adopté à l'unanimité des voix. Eh bien, chers collègues, je viens donc à notre dernière partie administrative. Il s'agit de l'adaptation des statuts. Congrès de l'année dernière, alors c'est vrai que ça remonte un petit peu, mais Luc, notre capitaine, donc, avait proposé Stéphanie Weidert comme troisième vice-présidente. Il faut en tenir compte évidemment dans nos statuts, donc je vais demander donc à Christoise de bien vouloir nous rejoindre pour présenter l'adaptation des statuts. Christ, vous avez la parole. Eh bien, cher Ricardo, cher membre du parti, comme Ricardo l'a dit, donc le 16 mars 2024, lors de notre dernier congrès national, Luc, Martine Françoise, Alex et moi-même, donc notre équipe, nous avions donc présenté une candidate pour les différents postes de l'exécutif du parti. Et à l'époque, et encore maintenant, nous sommes convaincus donc, que tout le monde peut contribuer donc, à renforcer cette équipe. Et cette équipe avait une lacune, c'est qu'il n'y avait pas de représentant du district de l'Est. Pas parce que nous n'avions pas les bonnes personnes, bien au contraire, mais parce que les statuts ne prévoyaient pas tout simplement donc d'étendre notre équipe à une personne supplémentaire. Et c'est donc pour cela que nous avions des candidats. Donc le candidat Luc avait déjà précisé qu'il y aurait donc une proposition d'adaptation des statuts, modification ou un amendement donc, qui permettrait d'avoir un troisième vice-candidat national. Et donc notre proposition est la suivante. Donc on a l'article 32.1, nous proposons donc cette formulation. Donc il y aura deux présidents nationaux qui seront élus par le Congrès et le vice-président donc pourra proposer le président du parti pourra donc proposer un troisième vice-président ou une troisième vice-présidente qui sera donc proposé par le président du parti et qui fera ensuite l'objet d'un vote de la part du Congrès. Et évidemment, il s'agit donc d'une possibilité, ce n'est pas une obligation. La possibilité existe effectivement. Pourquoi? Bien parce que c'est une proposition du président du parti qui se base sur une argumentation tout à fait concrète, sachant évidemment que cette argumentation peut varier. Par exemple, un troisième président ou une troisième présidente pourrait notamment contribuer à la parité au sein de l'exécutif, parité entre les différents districts administratifs et parité des genres également. Et un autre argument qui avait été avancé, c'est que cela permettrait aussi de pouvoir exercer représenter tous les mandats politiques au sein donc, de l'exécutif du parti, sachant évidemment que cela représente des responsabilités importantes. Une autre considération plus pratique cette fois-ci, c'est que le vice-président ou la vice-présidente, par son mandat politique, n'a pas toujours la possibilité, vu ses responsabilités politiques, de tout gérer. Et donc, cela permettrait d'épauler l'exécutif. Donc, trois arguments différents qui pourraient donc permettre d'accepter ce cas de figure. Alors, donc, nous, notre président national et le comité donc ne peuvent évidemment pas statuer là-dessus. Nous avons quelques petites modifications à vous proposer dans l'article 32, dans l'article 37 et dans l'article 37. Ça ne change pas énormément de choses, ce sont donc simplement des modifications de forme. Ici par exemple donc on parle de vice-président donc qui peut en fait se monter donc au nombre de 2 ou au nombre de 3. Donc chers amis, nous sommes convaincus que ces petites modifications vont permettre d'alléger quelque peu le travail de l'exécutif et nous sommes convaincus que cette
ces modifications valent la peine d'être adoptées. Effectivement, nous sommes sûrs aussi que cette adaptation telle qu'elle est présentée va permettre de relever les défis, qu'elle est mieux adaptée finalement à relever les défis de l'avenir. Et c'est la raison pour laquelle nous proposons nous avons proposé plutôt au Conseil du 25 février de l'adopter. Nous demandons maintenant au Congrès de se prononcer sur ces adaptations également. Merci beaucoup. Alors, il n'y a pas eu de demande de prise de parole non plus. Ici aussi, bien, nous pouvons passer directement au vote. Et je vais vous demander pour la dernière fois ce matin de pouvoir lever votre carte. Qui est pour cette modification des statuts? Levez la main. Qui est contre? Personne, donc. Et qui s'abstient? Personne non plus. Ainsi, il y a une abstention. Donc nous en tenons compte. Bien, voilà, donc les statuts adaptés sont adoptés et validés également. Donc Stéphanie, félicitations. De grands défis, une grande responsabilité. Voilà en fait le thème même de notre congrès. Alors il est indiqué également à l'ordre du jour, donc résolution émotion, il n'y en a pas. Nous pouvons donc passer directement au point suivant. Et donc, je vais redonner la parole à nos deux secrétaires généraux, donc Alex et Françoise, pour parler des perspectives des secrétaires généraux. Rebonjour. Nous voulions encore présenter deux petites nouveautés que nous avons développées au cours des derniers mois. Il s'agit d'une part des groupes de travail que nous gérons, que nous avons mis en place, et deuxièmement de l'académie du CSV. Voilà, je vais vous expliquer un petit peu les groupes de travail et ma collègue présentera l'académie. Alors en fait, nous sommes le plus grand parti ici au Luxembourg et un grand parti, c'est beaucoup de membres évidemment qui peuvent apporter beaucoup de choses. Et nous sommes d'avis qu'il faut justement nous concentrer sur ce savoir-faire, sur cette expérience et travailler plus étroitement avec les différents membres et qu'il est important de proposer un format qui permette d'échanger ce savoir-faire qui est parmi vous finalement, et de pouvoir construire là-dessus de façon renforcée. Alors, comme on l'a dit, il s'agit de réfléchir ensemble. Très concrètement, nous voulons vraiment nous rapprocher du terrain pour pouvoir obtenir des informations qui ne remontent pas toujours jusqu'au sommet de ce parti dont nous avons besoin finalement pour pouvoir vous représenter. Le concept, quel est-il? Eh bien, nous voulons travailler avec 5 groupes de travail. Ce serait donc un départ. Ensuite, évidemment, il sera toujours possible d'ajouter l'un ou l'autre thème au besoin. Mais nous nous sommes restreints ici à 5 thèmes qui représentent véritablement notre programme de travail. Ces 5 thèmes, ces 5 groupes, vous les voyez, ils sont derrière moi. Vous avez l'éducation. Ricardo serait le coordinateur de ce groupe de travail. Nous avons la santé avec Françoise. Nous avons un groupe agriculture qui existe déjà, soit dit en passant, qui est dirigé par Jeff Bonen. Nous avons un groupe environnement qui existait auparavant et qui a été remis à l'ordre du jour avec Paul Gallès. Et nous avons également un nouveau groupe économie et finances avec Diane Adem et Laurent Mozart qui coordonneront le travail. Et il s'agit en fait de pouvoir aussi étudier les textes législatifs actuels, de pouvoir faire des propositions. Comment ces groupes de travail fonctionnent-ils? Eh bien, nous voulons en fait mettre l'accent sur un travail productif. Donc, qu'il y ait quelque chose qui sorte de ce travail, et c'est la raison pour laquelle les députés qui sont en charge du dossier, à la Chambre, seront ceux qui dirigeront ces groupes de travail. Nous pouvons bien sûr inviter des experts à n'importe quel moment
et les députés qui participent aux travaux des différentes commissions sont automatiquement membres de manière à pouvoir obtenir les bonnes informations au bon moment. Nous avons donc 25 possibilités, 25 postes par groupe. Et nous voulons mettre en œuvre donc le principe d'une sélection sur 2 critères. Premièrement, donc les gens qui ont une expérience en la matière, expérience y compris professionnelle, donc ils auront la priorité évidemment puisque ce sont ceux qui peuvent répondre aux questions que nous nous posons et les premiers seront évidemment pris en priorité. Les candidatures seront ouvertes par courrier électronique. Vous allez recevoir un formulaire pour vous inscrire d'ici une semaine. J'espère que cette offre rencontrera un écho positif. Nous comptons beaucoup sur votre motivation et sur votre engagement dans les différents groupes de travail. Et je tiens à vous remercier pour votre collaboration. Chers amis, nous lançons aujourd'hui l'académie du CSV. Pourquoi? Mais parce que nous sommes convaincus que la formation de l'État, en fait, implique aussi la démocratie. Et c'est la raison pour laquelle nous voulons proposer donc une formation continue. Notre programme de formation est important pour différentes raisons, notamment parce que les membres du parti CSV soutiennent énormément ce parti. Les membres sont la colonne vertébrale du parti et une colonne vertébrale solide, donc des membres bien formés. Cela permet de pouvoir soutenir cela. Nos associations sont aussi donc un capital positif. Les gens parlent de politique et c'est très bien. Et nous voulons que les membres du CSV justement discutent de cela et puissent ainsi donc échanger des arguments bien fondés. La formation de nos nouveaux membres aussi et des membres permet de les regrouper, de les rapprocher les uns des autres. C'est une deuxième raison. En formation, nous avons la possibilité de connaître les autres membres, d'apprendre à nous connaître. Et la formation, c'est une plateforme également. C'est vrai que les gens se rencontrent ici donc autour d'un verre ou au congrès, mais ici ça permet de pouvoir aussi échanger des idées et d'apprendre les uns des autres. La politique c'est le dialogue, c'est un échange sur les meilleures pratiques et comme je l'ai dit donc avec les formations du CSV nous voulons mettre en place donc une plateforme qui permettrait de pouvoir faire du réseautage, de pouvoir permettre aux gens de se rencontrer. C'est surtout dans cette époque, la démocratie est sous pression. Le pluralisme, l'état de droit, les droits fondamentaux, la protection des minorités, tout cela est remis en question assez régulièrement. Les partis démocratiques doivent se battre contre les fake news, notamment qui font leur chemin, le bonhomme de chemin donc, dans les réseaux sociaux. L'étude que nous allons lancer dans quelques semaines, que nous allons présenter plutôt, montre qu'il y a également un certain scepticisme et que les jeunes remettent en question ces démocraties également. Donc, chers amis, comment cette académie va-t-elle être mise en place? Eh bien, c'est un projet dynamique. Nous allons donc démarrer et puis développer le projet au fur et à mesure. Nos objectifs, ce sont évidemment les élections de la Chambre de 2029 et les élections communales également de 2029. Un point important de notre formation, ce sont les médias sociaux, parce que nombreux mandataires, et en particulier des mandataires communaux, sont très intéressés par leur utilisation. Nous voulons former les membres sur la cybersécurité, sur la protection des données. Le fonctionnement des institutions luxembourgeoises et européennes sera le deuxième grand point. Nous voulons bien évidemment collaborer étroitement avec les membres nationaux, mais également avec des représentants européens. Troisième point, avec la Fondation Adenauer, nous voulons donc parler également des grands défis de notre époque, le développement écologique de notre société, les accords transatlantiques et notamment l'OTAN avec Donald Trump. Nous voulons travailler donc avec cette fondation Konrad Adenauer qui a son siège à Bruxelles et c'est la raison pour laquelle nous sommes particulièrement heureux de pouvoir accueillir Monsieur Putman de la Fondation Adenauer. Et au nom du CSV, je tiens à le remercier pour son soutien dans le travail que nous avons engagé. Je voudrais également remercier les membres qui ont participé à cette formation
et nous allons pouvoir certainement donc revenir vers eux assez régulièrement. Ce programme va démarrer dans les prochains mois, il va se poursuivre. Nous allons donc mettre l'accent essentiellement sur la politique communale, sur le PAP, PAG, les finances communales, etc. Et enfin, dernier point, la formation pour les nouveaux membres aussi, donc c'est-à-dire leur permettre de connaître le CSV, leur permettre de savoir comment il fonctionne et comment ils peuvent aussi contribuer donc à son travail. Et comme nous l'avons déjà entendu par les représentants du CSV international, nous sommes un partenaire également qui s'identifie finalement donc à la société. Nous voulons donc cibler nos formations en français et en anglais pour la communauté internationale, et ça aussi c'est un parti populaire qui vous le propose. Chers amis, donc ce programme sera donc présenté via CSV Hello. Nous vous demandons donc d'aller sur nos médias sociaux, sur notre page d'accueil et de vous inscrire à ces formations, et vous allez voir que nous avons énormément donc de formations en présence mais également donc en présentiel pardon, mais également distanciel. C'est important effectivement que tous nos membres puissent participer. Nous nous réjouissons donc de pouvoir vous accueillir à l'Académie du CSV. Je vous remercie. Merci Alex et Françoise. Nous allons maintenant demander donc une vingtaine de personnes. Non, nous voulons en fait dire que c'est avec beaucoup d'engagement, beaucoup de joie également que nous allons donc accueillir notre représentant de groupe, Marc Spaus. Bien, mesdames et messieurs, chers amis, je tiens tout d'abord à vous remercier toutes et tous parce que vous êtes là, parce que vous représentez le CSV, parce que c'est vrai que sans vous, donc, nous ne serions pas là. Donc tout ce que le gouvernement fait, notre Premier ministre fait également, eh bien ce n'est possible que par votre engagement dont nous avons vu le résultat au cours des dernières élections, évidemment, et qui ont permis justement de pouvoir être au pouvoir aujourd'hui. Donc, et je tiens à vous remercier toutes et tous. Mesdames et messieurs, le CSV donc, fête ses 111 ans. En 1914, il n'était pas CSV, mais il était parti de droite. Ensuite, après la guerre, on a changé son nom, on était peut-être plus proche de la bourgeoisie, et finalement, donc, nous avons réussi à en faire un parti populaire, social, chrétien, ce qui est particulièrement important. Et cette année, c'est assez symbolique, c'est 3-1, c'est 111 ans.
Et donc nous sommes le premier parti ici au Luxembourg parce que nous sommes le mieux représentés. Nous sommes le premier également dans le gouvernement. Et nous sommes le premier aussi dans les communes. C'est 3 fois 1 et donc c'est la preuve que 111, ce n'est pas uniquement un anniversaire, c'est aussi la confirmation que le CSV est le meilleur. Alors, puisque je suis dans les remerciements, je voudrais remercier Ricardo également, dont on a déjà parlé tout à l'heure, 28e député. Donc, c'est vrai que c'est important. Et ce que j'ai à dire, ça vient vraiment du plus profond de moi-même. Je dois dire que c'est magnifique donc, de pouvoir avoir tous ces députés. Il y en a 8 nouveaux donc, qui sont arrivés sur ces 20. Ce sont des diamants bruts qui sont en train de s'affiner petit à petit. Et nous allons voir évidemment ce que 2028 va nous réserver. Je me permets donc de faire une remarque immédiatement par rapport à cela. Il n'y a pas très loin d'ici, il y a une trentaine de kilomètres, il y a donc un congrès d'un parti qui a 4 députés et qui vient de comprendre que finalement c'était difficile et qui veut faire peur aux gens. Mais c'est eux qui doivent plutôt donc avoir peur de nos 8 nouveaux jeunes députés du CSV parce que c'est eux qui vont rester là pour les 20 prochaines années. Mais ce n'est possible évidemment donc avec ces diamants bruts justement. Ce n'est possible que parce qu'il y en a d'autres qui sont déjà bien affinés, bien travaillés avec toutes celles et ceux qui sont déjà là. Donc à la Chambre, au gouvernement également, ainsi qu'avec mes 2 vice-présidents, Diane et Stéphanie. Voilà, c'est un excellent travail qui se fait. Nous tenons donc à les remercier également. Donc à remercier également M. Dondlinger, secrétaire de groupe, à nos nouveaux collaborateurs, parce que sans elles, sans eux, finalement, ce serait totalement impossible. Et tout ce que nous faisons ne serait pas possible non plus. Donc nous les remercions également. Mesdames et messieurs, chers amis, donc je tiens à remercier également notre Premier ministre, Luc Frieden, Gilles, Martine, Léo, Georges, Serge, Elisabeth. Euh, je ne parle que ces 8 là, évidemment, donc je le fais de façon protocolaire, évidemment, puisque c'est eux qui sont au gouvernement. Donc à eux aussi, à ces 8 personnes, je tiens donc à adresser tous nos remerciements pour leur engagement dans tous les domaines. Et aujourd'hui, j'ai un gros avantage, évidemment, c'est qu'Alex et Françoise donc, ont déjà fait le rapport du groupe politique, donc je peux laisser tout ça de côté et me concentrer véritablement sur d'autres choses. Donc ne vous inquiétez pas, les thèmes sont nombreux. Je tiens donc à remercier également nos partenaires de la coalition pour l'excellent travail qui se fait, et notamment mon contrepartie Gilles Baum à la Chambre. Donc je lui téléphone assez régulièrement. On se retrouve également donc avec femmes respectives, les enfants, etc. Mettons d'accord sur une série de choses, et Gilles Baum également. Donc je tiens à leur adresser nos plus vifs remerciements. Merci aussi donc aux membres du secrétariat général du CSV parce que c'est eux aussi qui font tout le gros du travail pour qui répondent à toutes nos demandes également. Et en conclusion, je voudrais également donc remercier la presse. Bon, c'est vrai que nous ne sommes pas toujours d'accord, mais c'est vrai que si nous n'avions pas la presse, nos rapports politiques seraient beaucoup plus difficiles évidemment avec la population. Donc voilà, il faut des débats. Il y a des débats importants à la Chambre pour le moment qui tombent peut-être un petit peu court, mais c'est vrai que nous avons donc des débats pendant toute la journée à la Chambre et ce sont des thèmes qui doivent être transmis également donc à la population. Donc et ils sont relayés par la présence de la presse. Mesdames et messieurs, donc nous vivons une époque où beaucoup de choses changent, où le monde marche sur la tête. Les leaders du monde libre, comme on les appelait. Ma génération donc a pris évidemment ce qu'était un président américain et c'est vrai qu'aujourd'hui on ne comprend plus très bien quel est son rôle. On parle plus d'oligarques, oligarques américains également qui mènent une politique qui est une politique tout à fait étrange et que nous n'arrivons plus à suivre.
depuis la Seconde Guerre mondiale, pour nous, c'était tout à fait logique de pouvoir compter sur les Américains. On savait qu'avec les Américains, mais on pouvait avancer main dans la main. Et avec M. Trump, finalement, on ne sait plus sur quel pied danser. Et j'espère évidemment que notre premier ministre, évidemment, donc, enfin, j'espère ne pas lui voler la moitié de son discours, mais j'espère qu'il va en parler également. Je crois qu'il est important que nous reprenions possession de l'Europe finalement et que nous développions notamment donc la défense, par exemple, que nous ayons une politique de défense qui ne dépende plus de l'Amérique, mais qui mérite son nom. C'est vrai que de nombreuses choses sont déjà produites ici. Donc on a parlé d'atteindre les 2% du PIB. Donc cette action, on l'avait déjà engagée. Mais la question aujourd'hui, c'est de se dire, est-ce que 2% ça suffit? Est-ce qu'il ne faudrait pas monter au-dessus, passer au-dessus des 2%? Et donc c'est un défi supplémentaire pour le ministre de l'économie, ministre des Finances. Si l'Europe estime que 2% ce n'est pas suffisant, il va falloir investir beaucoup plus encore dans la défense parce qu'il est important que nous puissions défendre notre continent nous-mêmes. Et il est important également que l'on ait donc un retour sur investissement pour notre économie. Ça fonctionne de manière automatique. Si nous achetons du matériel pour l'armée, euh, matériel typique que l'on connaît. C'est vrai que ce sont des entreprises qu'on n'a pas ici, donc au Luxembourg, mais nous avons l'électronique et c'est vrai que nous avons SES par exemple. Eh bien voilà, c'est important donc de pouvoir investir dans des entreprises qui apportent quelque chose à l'économie luxembourgeoise et que l'on puisse ainsi avoir une retombée ou un retour sur investissement. La stabilité politique européenne également est un autre thème, mais Alex a déjà donné quelques exemples par rapport à ce que certains pays font donc en matière de populisme. Quand on regarde donc les pays, nos pays voisins, les trois voisins, nous constatons que le Luxembourg jusqu'à présent, finalement, donc, mais ça peut changer dans les semaines suivantes, les semaines qui suivent, est le seul gouvernement, le seul pays qui est encore un gouvernement relativement stable et avec une majorité claire. Alors c'est vrai que on s'est peut-être un petit peu éloigné de l'époque que l'on a connue, mais voilà, où on avait donc une majorité des 2 tiers à la Chambre. Ça n'a pas toujours été le cas, mais enfin ça a existé quand même. Donc on en est loin, mais malgré tout, nous avons donc une majorité qui est tout à fait stable. Et si l'on regarde ce qui se passe en Allemagne actuellement, en Allemagne, vous avez donc un nouveau Bundestag qui va être mis en place et nous avons donc une dame également qui avait déjà parlé donc ici à Belleval au Congrès national. Donc il est possible qu'elle soit présidente du Bundestag parce que les relations donc, entre l'Allemagne et le Luxembourg ne sont pas mauvaises, mais il n'y a plus de majorité pour pouvoir faire une modification de la Constitution. Et donc ces dernières semaines, il y a eu des discussions que les écolos ont aidé le CDU et le SPD, donc les chrétiens démocrates et les social-démocrates, deux partis de coalition gouvernementale et un pays et un parti d'opposition étaient nécessaires en combinaison pour pouvoir modifier la Constitution et pouvoir prévoir un endettement d'urgence. Et notre premier était là quand l'euro est venu, la période où on parlait le plus de dette, une politique d'endettement responsable, il faut le dire, par équité, que les collègues allemands à l'époque ont dit il ne faut pas mener une politique d'endettement. Et maintenant, c'est notamment eux qui l'ont ancré dans la Constitution et par tous les moyens, ils essaient maintenant de changer ces choses-là. Mesdames et messieurs, chers amis, ce que je veux dire par là, c'est que le résultat électoral en Allemagne qui me plaît parce que le CDU est le parti le plus fort, le CDU va revenir au gouvernement, mais je regrette que le résultat n'a pas été plus clair que cela lors des élections fédérales. Ils s'attendaient à 33%. Et ils sont loin du compte et cela nous prouve que, ouais, quand on regarde ce qui se passe autour, en France, une situation instable également en Italie, une situation instable. De plus en plus de populistes ont la parole et le droit de regard moi, et d'autres qui viennent la minette ne comprennent plus le monde. De l'autre côté de la frontière, Rue-Blanche, Dulanche, quand j'étais enfant, les communistes avaient la majorité qui était le parti le plus fort et aujourd'hui, à ces endroits-là, c'est le Front National et comme aujourd'hui, ils ont changé de nom, les extrêmes droites en tout cas, qui
ont le pouvoir décisionnel. Et ce qui est pire, la plupart de ceux-là viennent ici au Luxembourg, profitent de la libre circulation européenne, mais ils votent pour un parti anti-européen. Cela prouve et me dit à moi que ces gens-là ne donnent pas leur voix à cette partie-là par conviction, mais parce qu'ils ne sont plus satisfaits des partis traditionnels tels que cela a été le cas en France. Certains partis ont disparu, d'autres sont sur la voie de la disparition et il faut se demander qu'est-ce qu'il faut faire pour que les populistes n'aient plus autant de pouvoir et revenir à ce que les partis traditionnels reviennent à la charge, soient plus clairement définissables et on ne trouve pas tout le monde au milieu. L'un n'est pas vraiment à gauche, l'autre pas vraiment à droite et ils disent la même chose. Et ça, mesdames et messieurs, il faut être très attentif. Et pour cela, il est important, et je ferai une suggestion à notre secrétariat général pour faire une analyse électorale. CSV, 29,21% pour les élections à la Chambre, 22, 21 pour les élections locales, moins 6 au niveau du pourcentage, il faut savoir pourquoi. Et cela fait un peu mal. Nous sommes le parti européen par excellence. Le CSV et les chrétiens démocrates étaient à la base de la constitution de l'Union européenne à l'époque. Nous avons commencé avec des premiers ministres, Pierre Dupont, Joseph Pech, Pierre Werner, Jacques Santer, Jean-Claude Juncker. Ils étaient tous des personnes à grande influence au niveau européen. Et Luc est en train de faire valoir et d'étendre cette influence pour le Luxembourg en Europe également. Mais on n'est plus identifié clairement comme parti européen, malgré tout. Et il ne faut pas oublier que lors des élections européennes, on avait toujours des résultats meilleurs qu'aux résultats des élections pour la Chambre. Dans les années 80-90, nos résultats en Europe pour les élections en matière de pourcentage étaient toujours mieux que pour les élections à la Chambre. Et à l'époque, nous avions 3 des 6 mandats et donc il est important aussi de faire une analyse et de voir ce qu'on peut améliorer. Mesdames et messieurs, chers amis, maintenant je voulais encore vous parler du pouvoir d'achat. Alex l'a déjà fait, puis je voulais encore parler du sujet de la pauvreté. On en a parlé aussi, mais je voudrais quand même encore dire que notre groupe gouvernemental a fait son travail. Il est important maintenant que le ministre des Familles, Gilles, a fait le paquet de délestage et le ministre de la Famille doit aussi présenter un programme de travail. Il faut en même temps faire la réforme des pensions de Martine ou les réflexions en tout cas vers une réforme des pensions. Il faut en même temps parler du sujet de la pauvreté. Et c'est très très important. Et dans le domaine de la pauvreté tombe le sujet du logement. Les gens qui travaillent pour un salaire ici au Luxembourg ont des difficultés à trouver un prêt selon ce qu'ils gagnent ou ils ont aussi des difficultés à payer le loyer déjà. Et quand en moyenne le loyer ou l'endettement représente déjà 50% de son salaire, c'est difficile de faire plus. Et ça devient de plus en plus difficile de se voir accorder un prêt et donc il faut mettre cela au centre également de l'intérêt pour permettre à tout un chacun qui travaille ici au Luxembourg ait quand même la possibilité de rester pour habiter ici au pays. Et pour les plus de 200 000 frontaliers, on a de plus en plus de frontaliers luxembourgeois qui doivent aller vivre de l'autre côté de la frontière parce qu'ils ne peuvent plus se permettre de vivre au Luxembourg. C'est un grand problème et il faut le résoudre, il faut arriver au fond. Pour ce qui est de la réforme des pensions, cette semaine il y a eu un grand débat, j'aurais beaucoup de choses à dire. Mais Alex a déjà abordé le sujet et Mette aussi a déjà dit l'une ou l'autre remarque à cet égard. Et c'est peut-être mieux d'attendre le tour des experts. Hier après-midi, il y avait un premier tour de discussion. Il y en a encore 2 au mois d'avril. Et après, le gouvernement va alors présenter une position pour continuer la politique des pensions. Puis les soins de santé. Autre sujet phare. Il est important d'agir. Et mesdames et messieurs, chers amis, c'est quand même bizarre. Et ça devient de plus en plus bizarre d'ailleurs quand on entend ce que l'opposition est en train de nous dire en matière de politique de santé. Le dernier ministre de la Santé CSV, c'était Madame Madeleine Frieden. Je ne sais pas combien ici dans la salle ont déjà été là-bas. J'en connais un, mais bon, peut-être l'un ou l'autre en plus, qui ont déjà été actifs dans le monde politique à l'époque. Mais après cela, la CSV n'a plus jamais eu un ministre de la Santé jusqu'à aujourd'hui. Et quand on entend maintenant, par là-dessus vient de Lulange aussi, qu'on entend d'un citoyen de Lulange en permanence que c'est honte de voir ce qu'on fait en matière de politique de santé, que ça n'avance pas dans la politique de la santé. Et cet homme-là, Mars Bartholoméo,
a été lui-même ministre de la Santé pendant 10 ans et tout ce qu'il exige maintenant, eh ben, il aurait eu 10 ans pour le faire lui-même. Et après, il aurait eu 10 ans de temps pour travailler avec Mme Moch, qui a été ministre de la Santé après, pour mettre les accents nécessaires à ce moment-là. Et donc, chers amis, c'est vraiment surréaliste d'entendre ce que les socialistes luxembourgeois disent en matière de politique de la santé, qu'il était temps maintenant d'agir enfin. Je peux leur garantir que les choses vont se passer. Martine Després là, le CSV a ce ministère et il n'y a plus de socialistes, donc on va pouvoir avancer. Oui, ce n'est pas attractif de se trouver aux urgences, de ne pas être pris, mais de lancer des questions parlementaires, de demander à Martine pourquoi les choses n'avancent pas. Eh bien, chers amis, là je dois dire, même Pinocchio n'aurait pas eu le culot de dire ça. Alors, en parlant de sécurité, en matière de sécurité, qui constitue un problème de plus en plus grand d'ailleurs, eh bien, Léo a mis les accents au niveau de la police, les accents nécessaires. Deux projets pilotes ont été lancés à Esch et à la ville de Luxembourg. Et aux grandes surprises, les plus surpris étaient les socialistes. Et les premières communes qui ont dit qu'elles voudraient se lancer, eh bien, on revient de localité. Désolé pour les collègues qui viennent de là, Kiel, Bétambourg, par là, entre les deux, Dudelange, je m'excuse auprès de vous, mais Dudelange et la prochaine commune a demandé à avoir un tel projet. Je n'ai pas de problème, je trouve que c'est une très bonne chose que Dudelange le demande, mais je puis vous dire que c'est un citoyen de Dudelange qui a dit à la Chambre, à la Commission, que c'était quand même une drôle de manière ce que Léo est en train de mener comme projet pilote pour une police locale. Est-ce que c'est le même? Est-ce qu'il s'est regardé dans la glace ce matin? Est-ce qu'il a réfléchi à ce qu'il allait dire pendant la journée? Chers amis, là, il faut se poser des questions aussi pour voir ce qui est planifié exactement et ce qui se passe dans certaines de ces têtes. En parlant de sécurité, je voudrais aussi rappeler qu'ILSB est en train de faire en sorte que 94 nouveaux postes soient créés dans la magistrature pour avancer plus rapidement là aussi, car c'est quelque chose qu'on entend régulièrement. Et on va faire quelque chose et puis ça dure 1, 2, 3 ans avant d'avoir quelque chose de concret au niveau des tribunaux avec ce qui a été lancé comme complément au niveau de la magistrature. On pourra mener une nouvelle politique là aussi. En matière de politique de l'environnement, Serge a mis les premiers accents pour avoir une possibilité de continuer proactivement. La politique environnementale n'est pas là pour chicaner certains, mais c'est pour faire quelque chose dans l'intérêt de la nature et dans l'intérêt de la protection de la nature, mais aussi trouver une approche pragmatique. Et avec Martine, ils sont en train d'aborder les problèmes qui se posent pour l'agriculture. Et entre la nature et l'agriculture, justement, si et là, même il y a des difficultés d'interprétation de certaines lois. Est-ce que c'est la protection de la nature ou l'agriculture qui a la primeur? Ce n'est pas toujours très clair, donc on met les accents à requis en la matière également. Et vers la fin de ma contribution, euh, on a fait une table de l'agriculture. On a mené un dialogue avec les agriculteurs. On a discuté avec eux et Serge, eh bien, lors de ce dialogue, a trouvé un accord avec la fonction publique, une convention collective pour faire en sorte que certains puissent maintenant enfin s'arrêter de dire que le CSV n'est pas en mesure de trouver un dialogue avec les autres partenaires. Ça, c'est la preuve, bel et bien, entre fonction publique et agriculture. C'est exactement ce qui s'est fait. Mélanie a dit ici, il y a quelques instants à Georges, qu'elle allait aussi mettre la pression pour que plus de communes lancent un coordinateur des sports. Pardon, Mélanie, là je dois rire. On avait la possibilité il y a 15 jours en tant que commune, on a parlé avec Georges, mais d'autres communes aussi. Eh bien, dans le stade de Luxembourg, j'espère qu'il n'y aura pas un 8-0 ce soir, mais on verra. Mais au stade de Luxembourg, on a signé pour avoir un coordinateur sportif dans notre commune, justement. C'est important, c'est une très bonne initiative qui a été prise et je crois que c'est important aussi que ces accents soient mis, mais quelque chose que je ne comprends jamais là. Et cela concerne Martine Depré, Georges Michaud et Claude Maïch. On doit faire de plus en plus pour notre jeunesse, plus de mouvements, d'activités physiques. Je soutiens tout cela, mais je dois vous dire que j'ai quand même en même temps un petit problème quand je regarde le matin devant les écoles. Quand je regarde, il y a des pédibus proposés par les communes, mais les pédibus, c'est plus rapide que la voiture. Ils sont dans l'embouteillage, les uns derrière les autres, en amenant les enfants à l'école en voiture.
trois heures d'école, plus de mouvement, d'activité physique pour les enfants, mais alors en tant que parent et en tant que grand-parent, il faudrait quand même se demander, est-ce que c'est la bonne voie de vouloir absolument les amener de l'école à la salle de sport, à la piscine et puis à l'école, toujours en voiture? Ce serait aussi du mouvement, aussi de l'activité physique. Il faut quand même y réfléchir. Il y a des aspects de sécurité que je ne dénie pas, mais il faut quand même se poser la question de savoir, là, tous les matins, je me pose cette question quand je passe mes relais à l'école, comment c'est possible? On demande plus de sport et plus de mouvement, activité physique pour nos enfants, mais ils n'ont même pas le choix de faire différents déplacements à pied. Voilà, chers amis. Ce qui m'amène à un autre point. Je voudrais souligner ici, Georges Michaud et moi n'avons pas les frictions tous les jours, on n'a pas un combat de boxe tous les jours, même si certains semblent vouloir le faire ressortir. C'est un point lié au droit du travail. Ici, dans la salle, tout le monde le sait. Moi, je viens du côté des syndicats. J'ai été syndicaliste et je peux vous dire, quand on a été syndicaliste une fois dans la vie, on reste pour le reste de la vie un syndicaliste. Et à la maison, j'étais peut-être nourri au biberon au syndicalisme. C'est important de régler certains points dans le dialogue social. Je souligne aussi ce que Luc a lancé comme tours sociaux avec Georges, le dialogue qui a connu des difficultés. Ce dialogue doit être relancé. Franchement, c'est important d'avoir un vrai dialogue social. Le dialogue social se porte garant aussi du progrès luxembourgeois de ces dernières années, depuis la Deuxième Guerre mondiale en fait. Alors imaginez, ici au Luxembourg, une grève d'alerte tous les 2 jours. Ceux qui vont parfois à Bruxelles, faire la grève à Bruxelles, là, il y en a en permanence. Et cette paix sociale que nous connaissons aussi au pays se base sur le dialogue social, est à ramener vraiment à l'origine du dialogue social. Le dialogue social n'est pas une invention du dernier gouvernement, je dis bien, le dialogue social a une longue, très longue barbe, tellement il existe longtemps le dialogue social. Le premier qui en a parlé s'appelait Pierre Dupont. La première fois en 1917 a remis un projet de loi qui ne s'appelait pas dialogue social, mais il a dit il est temps de lancer une loi sur les conventions collectives. Ça c'était en 1917, mais en 1965, le Luxembourg a connu une loi sur les conventions collectives et Jean Dupont, le fils de Pierre Dupont, député à l'époque et puis d'après, ministre du Travail, a vraiment réalisé ce projet, mais c'était une coalition CSV et LSAP à l'époque. Mais depuis les années 30, on avait des conventions collectives législatives 65. Alors, il y a 30 ans, l'année prochaine, sur l'initiative d'un Premier ministre appelé Pierre Werner, en coopération avec les syndicats et les patrons, le Conseil économique et social a été fondé. Le Conseil économique et social qui constitue une instance très importante jusqu'à ce jour et Gilles a toujours un objectif comme rapporteur et aujourd'hui comme ministre des Finances, l'avis annuel du CES justement et l'avis concernant le budget, c'était un des documents qui allait le plus dans le détail pour savoir comment des deux côtés de la table on avait des points à souligner, à savoir qu'il fallait œuvrer en faveur de l'économie et de l'aspect social. Et c'est pour cela, chers amis, que je reste d'avis qu'il est important d'avoir un très bon dialogue social et d'avoir une bonne coopération tant avec les syndicats qu'avec les patrons. Je ne suis pas heureux, je l'ai déjà dit, je l'ai dit à la Chambre aussi d'ailleurs, le projet de travail de dimanche et heures d'ouverture ont été traités séparément. J'aurais voulu un paquet global ensemble avec la convention collective et relier tous les aspects entre les syndicats et les patrons pour faire en sorte que l'orientation soit la bonne pour tout le monde. Mais ce n'est pas des éléments qu'on peut souhaiter, la politique réelle. J'aurais préféré une autre approche, mais voilà, on va quand même aller de l'avant maintenant. Et les pistes sont à définir, importantes pour faire en sorte que tout le monde s'y retrouve. Alors personnellement, je ne vous cache pas que le sujet du travail de dimanche ne me revient pas. Il n'y a pas de 50 ans, mais en 89, j'étais dans cette salle-ci. Genre, c'était pas vraiment physiquement cette salle. Elle était un peu plus primitive à l'époque que celle d'aujourd'hui, mais à l'époque déjà, on parlait
laissez-moi mon dimanche libre. Une grande discussion dans cette salle même. Je sais qu'on ne peut pas éviter le travail du dimanche tous les jours. Je pense à la presse, je pense aux hôpitaux, je pense à CGD, je pense à la restauration. Mais mesdames et messieurs, chers amis, je crois qu'il est important également que lorsque on ne peut pas éviter le travail du dimanche, il faut quand même veiller avec les gens concernés, de travailler avec eux et pour que cela leur profite de devoir travailler un dimanche. Et ce qui m'a dérangé le plus, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre du Travail, fermez les oreilles pendant quelques instants. Lorsque je vois dans les avis de la Chambre des métiers et la Chambre de commerce que bon, c'était un projet concernant le commerce uniquement qu'on pensait à la répercussion, mais ils aimeraient le généraliser immédiatement. Et ça, chers amis, ça, ce serait une catastrophe à mes yeux, parce que tout d'un coup, on généraliserait tout, parce que c'est exactement ce que l'on retrouve dans les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers. Ça, ce ne serait pas une bonne chose, et je dirais que c'est une régression plutôt, et donc j'ai un problème avec cela à la Chambre, j'ai dit, et je peux le dire ici aussi, pour Luc et Georges, c'est pas nouveau. Pour la plupart des autres, probablement pas non plus, mais je vais quand même le confirmer. Moi, je ne veux pas entamer cette voie car je suis d'avis que c'est la mauvaise direction. Eh bien, dans ce contexte, je peux juste me montrer étonné lorsque l'ancien ministre du Travail de Mona Georges, les différents dossiers mis en œuvre de la directive européenne sur les conventions collectives, Georges a dit la date, il le savait déjà avant, mais bon, c'est une boutade. Il a dit, mais en 2022, la directive a été adoptée, mais lui, il est dans son mandat depuis décembre 2023 seulement, mais pendant cette année de l'adoption de la directive jusqu'à la date de transposition et la date de son entrée en mandat, est-ce qu'on n'avait pas de ministre du Travail? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment c'est possible que la personne qui était responsable demande maintenant, Monsieur le ministre, quand est-ce qu'on va enfin mettre en œuvre ce qui est à mettre en œuvre? Il n'est pas de Dulange, il est d'une autre commune du Sud, mais bon, c'est ouf, il n'est pas de Dulange, c'est M. Engel, mais bon, soit c'est quelque chose qui, pour moi, est impardonnable. Pareil pour les temps d'ouverture des magasins, là aussi, temps d'ouverture, là c'est un ministre ancien qui dit, oui, c'est quand même fort de voir ce qui se passe maintenant, mais pour ce qui est des temps d'ouverture, il y a un texte de 2017. 2017. Là, ça fait maintenant 8 ans depuis, et moi, je me dis, il y a 8 ans, on se trouvait sur le banc très dur de l'opposition. Mon dos me le rappelle encore quotidiennement aujourd'hui, entre 2017 et aujourd'hui. On aurait pu avoir le temps de mettre en œuvre, notamment de la part de ceux qui s'en plaignent maintenant, ils avaient vraiment largement le temps de s'activer. Bon, ça, juste en tant que remarque dans le contexte, quand on entre dans une telle discussion, il ne faut pas oublier ça non plus. Mesdames et messieurs, chers amis, co-représente ici le CSV. Je l'ai déjà dit. Si là on a l'impression que le monde est sur la tête, complètement renversé, mais dans ces temps qui sont les nôtres, le CSV est revenu à la majorité. C'est une très bonne chose de pouvoir aider à redresser un petit ce monde qui est complètement à travers pour qu'il soit de nouveau un petit peu plus favorable à la vie et de donner une input par rapport à ce qui se fait dans les dossiers européens et faire entrer nos points de vue par rapport à ce qui doit être fait pour que le Luxembourg et l'Europe par rapport au monde puisse jouer le rôle de leader assuré pendant de longues années et pour vraiment contrer ce qui se passe au niveau international. Mais il faut savoir que cela ne peut pas être une approche uniforme. On doit aussi respecter nos valeurs et nos approches. Ricardo l'a dit dans sa contribution. Un parti populaire chrétien social, ça c'est notre base et nous nous basons sur le principe de l'étude chrétienne sociale. C'est important de maintenir ce cap et ça, mesdames et messieurs, chers amis, ça c'est important comme orientation. Il faut une économie forte ici au Luxembourg et en même temps un modèle social fort et en même temps aussi un modèle fort pour la protection de l'environnement et du climat. Dans les années 60, on n'avait pas ça, mais c'est important de l'inclure aussi aujourd'hui car c'est un chapitre très important pour mener la politique nécessaire aujourd'hui. Mais je voudrais dire également que nous avons un accord de coalition. Je le sais, je suis d'avis qu'il faut refléter ce qui se trouve dans cet accord de coalition. Mais en même temps, il faut aussi être en accord avec ses propres convictions, ses principes fondamentaux. Et dans la mise en œuvre de ce programme de coalition, les principes reflétés depuis 111 par an par le
Parti chrétien social sont à maintenir. Et c'est pour cela que nous avons la confiance de nos électeurs depuis 1914. Et il ne faut pas les laisser de côté. C'est important de nous préoccuper de tous ces aspects. Et je voudrais rappeler aux secrétaires généraux, juste avant, j'ai vu le tableau avec les groupes de travail. Moi, je lancerai aussi un groupe affaires sociales pour se pencher sur ces éléments. Car, chers amis, nous avons dit en tant que CSV que nous sommes représentants du triple A. Ministre des Finances Gilles Rode a dit à la Chambre, ce n'est pas seulement le triple A qui compte, mais aussi le triple S. Et là, mesdames et messieurs, il faut aussi le faire. C'est une publicité pour le CSV, c'est une publicité pour la politique sociale lorsque le triple S a aussi la même importance ici au Luxembourg qu'il le mérite, car c'est la seule manière d'avancer vraiment dans ce domaine. Alors, on a toujours été parti où il y avait de la place pour tout le monde. Maintenant, Gilles me montre le doigt. Chaque fois que je le dis, il montre son doigt, il le tourne. Les artisans, fermiers, médecins, avocats, tout le monde doit pouvoir se retrouver dans ce parti. Tout le monde doit pouvoir se retrouver aussi avec les idées qui sont représentées ici. Et au-delà de ça, nous sommes un parti européen. Je l'ai dit au début, le CSV a toujours soutenu l'idée européenne. Le CSV devra aussi à l'avenir continuer à soutenir l'idée européenne, car seulement avec une Europe commune pourrons-nous, en tant que Luxembourg, en tant que petit pays, jouer le rôle que nous aimons jouer, où on ne va pas toujours être mis de côté comme petit partenaire, mais on peut vraiment contribuer, avoir droit à la parole. Et ces dernières semaines, que ce soit avec Sturm, avec Macron, partout, Luc était aussi là en tant que représentant de Luxembourg. Ça, c'est une bonne chose et ça doit rester comme cela à l'avenir, que c'est important que nous, en tant que petit pays, ayons une influence en Europe, qu'on a eu à l'époque de Jacques Santer, de Jean-Claude Juncker, car seulement quand on a le droit de la parole au niveau européen, on peut refléter vraiment les intérêts des citoyens et citoyennes qui vivent ici au Luxembourg. Le CSV assume la responsabilité pour les pays, aussi pour ceux qui sont à l'opposition. Ceux qui sont à l'opposition aujourd'hui avaient la possibilité de le faire avant, alors ils ont les motions et les résolutions avec lesquelles ils jouent à la Chambre. Il n'y a pas de contenu politique à la clé. Nous avons livré, cela dit, plus de net pour le brut, une lutte constante et conséquente contre la pauvreté et surtout un triple A au même niveau qu'un triple S. C'est là qu'on aura une meilleure qualité de vie ici au Luxembourg et aussi en Europe. Merci beaucoup. Merci Marc pour ton engagement et ta voix au groupe parlementaire, à la Chambre et au sein de ce parti. Dans une période où la conséquence politique et une ligne claire sont demandées, tu es une base sûre pour notre groupe parlementaire et le CSV. Merci beaucoup. Chers tous et toutes, maintenant, nous passons à notre orateur principal de la matinée. Je vous raconterai de nouveau une vidéo, le fait qu'on a préparé pour vous. Als Welt huet sich verändert Le monde a changé. und die Herausforderungen sind groß. Mehr Verantwortung überholen hecht net sich wegstucken mit zu handeln. Das Zeit für Stärklesungen an unsicheren Zeiten. Zeit für die Wurstem zu sichern, an Arbeitsplätzen zu halen. Zeit für Decisionen zu holen, die Zukunft von uns an unsere Kanner aufsichern. Los Zeit für Stabilität, für Courage, für Leadership. Eine Zeit für großen Defien und großer Verantwortung. An einer Partei, die sie überhält. Und das CSV. Liebe Freundinnen und Freunde von der CSV, begrüßt man mir zusammen den Parteipräsident und Premierminister von Lützeburg, Luc Frieden.
merci, chers amis et amis. C'est bien d'être parmi vous à Ettelbruck 2 ans après avoir lancé ici même, au fond, un très grand chapitre de notre parti. C'est ici, dans cette salle même, il y a presque exactement 2 ans, que vous avez décidé de faire de moi le candidat tête de liste du parti, le Spitzenkandidat, et de devenir le capitaine du navire. Ce n'est pas une histoire préécrite, non, c'est une histoire que nous avons lancée ici même avec un programme clair, une ambition claire, et aujourd'hui, nous sommes dans la responsabilité du pays, et être à Ettelbruck, c'est juste plus qu'un endroit géographique, c'est le début de la voie entamée et réussie ensemble. Et cela fait vraiment du bien après toutes ces réunions à Paris, Bruxelles et à d'autres endroits. Ça fait du bien d'être à la maison. Pas que je serai tout le temps à l'étranger, mais je suis conscient lors de ces différentes réunions que pour ce qui est des sujets, c'est des réunions qui écrivent l'histoire, car l'environnement qui nous entoure a changé fondamentalement. Et quand je me trouve là, je me dis ci et là, pourquoi tu fais ça ici? Eh bien, ça met la pression, les heures qu'on passe là, mais les sujets à aborder. Et après une brève réflexion, je suis quand même chaque fois d'avis qu'il n'y a pas un honneur plus grand, une mission plus importante de représenter son pays en des périodes telles que celle-là. En cette période-là, contribuer en tant qu'humain, par pays, parti, pour pouvoir continuer à vivre en pays, en paix, en liberté et en prospérité en Europe. Et quand on est là, on sent le soutien que l'on a ici au pays et au sein du parti. Et donc un grand merci à vous tous et toutes pour cela. Et je voudrais dire également qu'au fond, je suis très fier de notre pays, de la démocratie qui fonctionne, de la cohésion que nous avons vraiment. Nous avons des résultats électoraux qui sont acceptés par tout le monde, que l'on gagne ou que l'on perde. Nous avons une manière respectueuse de nous trier les uns les autres. Nous avons aussi une certaine cohésion sociale. Il faut y travailler continuellement, mais elle n'existe pas à d'autres endroits. Pas en tout cas partout en Europe. Nous avons une démocratie qui fonctionne et au fond, je suis très content que ces derniers jours, j'ai pu aussi parler à tous les partis au Parlement de manière constructive pour ce qui est des grands défis auxquels notre pays est confronté. Il y avait dans ces échanges du respect, il y avait aussi une vue commune pour ce qui est des objectifs, car nous savons que les enjeux sont énormes. Mais en tant que luxembourgeois, il faut en être fier et il faut y contribuer dans le quotidien. La politique est un ensemble, c'est un tout. Et pour le CESE, c'est un tout également. C'est l'ADN de notre parti. Ce sont les initiales de notre parti, c'est l'histoire de notre parti. C'est pour cela que nous avons été élus pour l'économie, pour le social, pour le durable. Et il y a peut-être 2 ans encore, on n'y aurait pas pensé, mais la dimension sécuritaire, la démocratie, c'est important et c'est un ensemble qui demande donc une cohérence importante. Une cohérence pour les gens, une cohérence pour la société. Et je suis particulièrement heureux de pouvoir être à bord de ce navire dont Ricardo a parlé tout à l'heure, mais de ne pas être tout seul. Nous sommes une équipe et je peux vous dire que dans les 8 ministres du CSV au gouvernement, eh bien, nous ne laissons pas chacun se débrouiller avec ses propres sujets. Nous échangeons ensemble. Nous avons des ambitions et c'est une excellente atmosphère de travail. Et je tiens à remercier mes collègues du gouvernement. Nous sommes une équipe solide et en termes de contenu, en termes d'ambiance également, et tout cela
contribue évidemment à la cohésion de notre gouvernement. Nous sommes également une équipe qui encourage la coopération au sein du groupe et au sein du gouvernement. Et dans une démocratie, il y a évidemment donc un exécutif, un législatif. Et c'est le sens même, ou l'essence même de la démocratie. Je peux vous dire que la coopération entre les ministres et les groupes sont absolument excellentes. Ces collaborations, évidemment, c'est aussi des discussions, des débats sur des sujets comme vous le faites entre amis également, et vous allez avoir des avis différents parfois, mais nous arrivons toujours à avancer, à progresser. Et je tiens donc à remercier également Claude pour sa gestion de la Chambre, toujours très calme comme on le connaît, et Marc également. Donc merci beaucoup donc à ces représentants du groupe politique au sein de la Chambre. C'est avec eux que nous aurons donc réussi à mettre en place notre programme de coalition et je les remercie vraiment pour cette excellente collaboration. Puisqu'on parle d'ambiance et de mise en œuvre de nos ambitions, mais il y a encore quelque chose à dire. C'est la collaboration avec nos partenaires de la coalition. Quand l'Ampelkoalition en Allemagne, donc aussi la coalition allemande donc était arrivée à la même unité que nous, on aurait eu un discours totalement différent et des résultats totalement différents. En Allemagne, donc certains parlaient de sécurité, d'autres pas. Certains voulaient augmenter les impôts, d'autres voulaient les abaisser. Certains voulaient utiliser certains instruments et d'autres pas. Et c'est pour ça que ce gouvernement n'a pas réussi sa mission. Avec le vice-premier ministre, avec le ministre des Affaires étrangères, Xavier Bettel, je dois dire que la collaboration fonctionne très bien. Le CSV et la DP ont vraiment contribué de part et d'autre à mettre en œuvre le programme de coalition, à la bonne ambiance aussi. Et je tiens à remercier également donc, Xavier Bettel et le DP pour l'excellente collaboration que nous avons, parce que sans eux, nous n'avancerions pas non plus dans la réalisation de cette modernisation de notre pays, comme vous nous l'avez confié dans ces mandats. Lors de notre congrès, évidemment, nous avons vu donc les différents candidats et nous avons développé 10 points qui nous permettraient de pouvoir faire notre campagne électorale, et c'est pour cela que nous avons reçu le mandat de la société européenne. Ces 10 points restent notre boussole. Notre navire a besoin d'un cap, effectivement. Il doit être dirigé dans un certain sens, il doit avoir un objectif, et ces 10 points sont véritablement donc notre boussole. C'est ce que nous avons convenu il y a quelques années, c'est ce que nous avons décidé de mettre en place. Et nous avons donc un programme électoral, et ce programme électoral doit être mis en œuvre d'une manière ou d'une autre. Il y a des choses à adapter, bien évidemment. Les objectifs, l'objectif en tout cas, lui, est très clair, et c'est aux responsables politiques de ce pays de renforcer l'économie, de renforcer le social, et de miser sur plus de sécurité sur les énergies renouvelables. Ce cap, nous l'avons, et nous voulons le mettre en œuvre. Nous voulons atteindre cet objectif. Nous avons 5 ans pour pouvoir y arriver. Cela fait 16 mois que nous y travaillons. Je pense que l'année 2025, l'année 2026 seront des années décisives dans la coalition. Donc au début, évidemment, il faut s'habituer au travail et au climat. Ensuite, il y a la préparation du travail du gouvernement qui va être mise en œuvre au sein de la Chambre, et c'est vraiment maintenant que l'on démarre et que l'on va pousser sur l'accélérateur finalement pour pouvoir avancer donc, et conclure en 2 ans ce programme, ou la partie la plus importante de notre programme en tout cas. On a parlé de triple A, de triple S. Ce sont des choses que l'on connaît bien évidemment, et c'est tout à fait normal. Mais tout dépend. Pour le triple S, les énergies renouvelables, les dépenses pour plus de sécurité, donc ici et à l'étranger, tout cela dépend aussi de notre économie. Sans poste de travail, sans emploi, sans entreprises qui sont rentables, qui peuvent investir dans la recherche et l'innovation, nous ne sommes nulle part. Et c'est la raison pour laquelle il est indispensable en Europe que l'on regarde un petit peu comment nos
entreprises, comment nos PME, comment nos industries, comment notre place financière fonctionne et qu'elle soit soutenue par les politiques. Et c'est valable également pour l'agriculture qui a une importance pour notre alimentation bien évidemment, mais aussi pour notre économie puisqu'elle en constitue finalement une composante importante. Et donc la politique fiscale, la politique environnementale, la politique économique, le cadre réglementaire, tout cela donc doit pouvoir évoluer avec la société. Nous travaillons là-dessus et c'est la raison pour laquelle nous avons également donc une équipe au sein de notre gouvernement et je pense que c'est ça justement qui a manqué peut-être dans les gouvernements précédents. Le cap était bon, mais si l'on veut mener une politique cohérente, eh bien je peux vous le dire, donc l'économie n'est pas la seule chose, tout dépend, tout est interdépendant. Nous voulons donc une bonne économie avec des rémunérations conséquentes, décentes ici au Luxembourg, et c'est pour cela que nous travaillons dans ce sens. On le fait ici, on le fait en Europe également, mais cette semaine donc à Bruxelles, on a beaucoup parlé de la compétitivité. Et en fait, la compétitivité, c'est la même chose ici au Luxembourg et en Europe. La compétitivité, c'est ne pas surcharger les entreprises et leur imposer des tas de règles. Et au cours des dernières décennies, on a rendu les choses beaucoup trop compliquées. Toute règle est peut-être importante, mais toutes les règles ensemble sont souvent contre-productives. On fait des lois qui finalement obligent les PME à remplir des centaines de pages pour vérifier que le produit qu'elles fournissent provienne effectivement de différents pays, etc. Il y a des centaines de composantes et ces composantes doivent correspondre ou répondre à toute une série d'exigences et finalement on passe plus de temps à remplir des formulaires qu'à produire des légumes ou des céréales ou du lait ou autre chose. Et à ce moment-là, on commence à en avoir marre finalement, puis avoir envie de produire. Et donc il faut trouver un équilibre juste entre les réglementations d'une part et d'autre part l'avantage économique, les services et les produits. Et ce que nous voulons, c'est en fait un équilibre plus sain entre les objectifs que poursuivent la réglementation et la mise en œuvre de celle-ci. Donc, et cet exercice, cet équilibre n'existe pas et cet exercice de remise en équilibre donc doit se faire. Il faut revoir le contexte réglementaire aussi bien donc ici au Luxembourg qu'en Europe et la Commission d'ailleurs est en train de travailler là-dessus. Je pense que nous sommes sur la bonne voie. Nous sommes sur la bonne voie, dis-je, parce que le gouvernement donc, a déjà pris un certain nombre de mesures. À la fin de 2023, nous avons vu que notre économie était en chute. Elle reculait finalement. Et donc, cette plus-value créée par l'économie n'était plus là. Et donc, en 2023, nous avons connu une récession en Allemagne, mais aussi au Luxembourg. D'autres pays en Europe, en revanche, connaissaient une croissance. Nous avons besoin de croissance pour pouvoir maintenir notre état social, pour pouvoir maintenir notre niveau de vie. Et en 2024, nous avons donc pris nos responsabilités, nous avons donc connu une petite augmentation de l'économie, 0,5%, et nous voulons faire en sorte qu'en 2025, eh bien, nous puissions encore augmenter plus. Et un demi-pourcent, 2%, 1%, 2%, donc pour pouvoir maintenir, assurer notre bien-être finalement, avoir une politique sociale cohérente, une politique de sécurité, une politique environnementale solide. Et pour ça, nous avons besoin de moyens et nous devons faire en sorte que ces moyens viennent par une croissance durable, raisonnable. Et donc, nous avons placé ce cap devant nous en 2024 et cela nous encourage à poursuivre puisque nous obtenons de bons résultats. Je suis également heureux de constater qu'en Allemagne, nous avons un nouveau gouvernement, donc ça fait 2 ou 3 semaines qu'il est en place et il a un cap politique. En janvier, j'ai discuté avec le futur chancelier allemand, donc justement de ces sujets. Et il m'a dit qu'il observait donc
ce qui se passait donc au niveau mondial, mais également donc ce que nous faisions ici donc chez nous et en Europe. Et en fait, l'Allemagne est la plus grande, la plus forte économie donc en Europe, et elle vise maintenant donc à remettre en œuvre cette politique de croissance et de bien-être. Et j'espère qu'ils pourront donc y arriver. L'Allemagne, en effet, est quelque chose d'important, est un pays important pour l'Europe, mais aussi pour le Luxembourg, puisque c'est le plus grand partenaire commercial que nous avons, et il est important que la CDU en Allemagne donc puisse prendre ses responsabilités et qu'elle soutienne le chancelier allemand. Nous avons donc un partenaire là qui nous dit qu'il veut, avec la France et la Pologne, établir de bonnes relations donc, en Europe. Et ça fait partie également donc, de l'histoire finalement des autres chanceliers de la CDU qui ont fait exactement la même chose. Et je leur souhaite bonne chance dans les tâches qui leur incombent. Nous avons besoin d'un Luxembourg moderne. C'est la raison pour laquelle nous investissons beaucoup dans l'économie numérique, dans les supercalculateurs qui sont nécessaires pour développer l'intelligence artificielle. On va d'ailleurs proposer des cours donc, au sein de notre académie. Ce sont tous des sujets qui vont en fait préparer notre économie à la résilience, au lendemain, que ce soit dans le secteur de la santé, que ce soit dans le secteur de l'économie de façon générale, mais également dans le secteur social. Et c'est la raison pour laquelle il est important de consentir des investissements importants et ils sont prévus dans notre budget pour pouvoir préparer donc notre pays à l'avenir. Nous voulons renforcer le Luxembourg pour qu'il fasse face à l'avenir et que les infrastructures qui sont nécessaires pour la mobilité, etc., soient évidemment renforcées, mais aussi de nouvelles infrastructures qui permettront donc à notre pays de rester compétitif et de pouvoir assurer les développements, les prochains développements, les prochaines évolutions de l'intelligence artificielle. Et il est clair que cela va révolutionner l'Europe et nous avons besoin des applications donc, pour pouvoir y arriver. Nous avons besoin d'investir dans la recherche également et je suis heureux donc, que nous ayons réussi ici en Europe à donner donc, une place importante à cette économie des données et au développement de l'intelligence artificielle. Et je suis persuadé que la stratégie que nous avons mise en place en matière d'intelligence artificielle, notamment donc, sous la direction d'Elisabeth, eh bien que cela nous permettra donc de préparer notre pays à l'avenir. Mais tout cela, finalement, fait partie d'un tout. Si nous avons donc une économie forte, nous pouvons aussi avoir un État social fort. L'état social, il faut l'adapter, le réadapter de temps à autre, et c'est tout à fait normal parce que la société n'est pas statique et il faut mettre en place les conditions cadres de la vie, de la société et les adapter donc à l'évolution de cette société. C'est le but de la modernisation que nous avons prévue dans le droit du travail. C'est l'objectif également des discussions que nous menons en matière de pension de retraite. On pourrait se dire, bien voilà, on va tout laisser comme ça fait 100 ans que ça existe, ou ça fait 50 ans que ça existe, et c'est encore bon pour 50 ans. Mais non, la vie change, les familles changent, la vie en dehors du travail, évidemment, elle évolue également. Donc on travaille à un endroit, on vit à un autre. Et donc il faut pouvoir adapter tout cela à notre société. Nous l'adaptons, effectivement, dans la mesure où nous tenons compte de la situation des gens. Le logement, c'est un des thèmes de la politique sociale. C'est la raison pour laquelle nous avons pris un certain nombre de mesures de manière à simplifier les choses, à encourager les gens à acheter ou à obtenir des crédits hypothécaires, pour pouvoir habiter finalement. L'organisation de la vie, du travail, c'est un ensemble. Et dans cet ensemble, nous avons également le monde professionnel. Il est important que l'on discute des règles qui existent depuis 25 ans et de vérifier si elles sont toujours adaptées à notre quotidien. Alors, bien sûr, nous voulons discuter donc avec les partenaires sociaux, et c'est ce que nous faisons d'ailleurs. Et je le fais de façon très régulière avec le ministre du Travail, Georges, avec le ministre de l'Économie. Alors,
pas toujours devant la télévision, évidemment les micros et les photographes, mais nous discutons les uns avec les autres de façon régulière et nous avons un dialogue que nous voulons poursuivre avec les syndicats, avec les entreprises également. Et je sais évidemment, parce que j'ai travaillé dans le secteur privé pendant une dizaine d'années, donc une entreprise ne fonctionne bien que si elle est dynamique. Et le dialogue, eh bien, il existe. C'est pour ça qu'on a fait de nombreuses rondes sociales pour écouter finalement quels sont les soucis des entrepreneurs et de pouvoir y répondre. Le dialogue social est un élément clé de l'économie et de l'histoire, surtout de l'histoire luxembourgeoise. C'est sûr que le dialogue, ce n'est pas s'être d'accord sur tout. Le dialogue dans un parti, dans une famille, est important pour pouvoir éviter les conflits. Il est important d'écouter les autres, de pouvoir comprendre ses inquiétudes. Et c'est ce que nous voulons faire également dans le cadre de la modernisation de notre pays, ou je dirais plutôt même de l'adaptation de nos règles aux nouvelles données de l'économie, de la vie, l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle, par exemple. Essayer de travailler dans le sens des souhaits finalement de la population, ça passe par le dialogue social dans les entreprises, dialogue social avec la société, mais également avec notre parti, avec vous toutes et tous. Nous voulons renforcer tout cela, et même s'il y a des petits points de divergence, ce n'est pas un échec. C'est simplement quelque chose que l'on peut traiter avec respect, avec compréhension et adopter évidemment donc la solution, la majorité des voix. C'est pour ça que la Chambre est là. Nous voulons donc une économie moderne, mais également donc un État social solide, et je pense que le dialogue nous permettra d'y arriver. Cela s'ajoute également que l'on tienne compte des inquiétudes de celles et ceux qui ne peuvent pas toujours s'exprimer correctement. Quand j'ai été nommé Premier ministre, je l'ai dit, et c'était un des points de priorité, c'est quelque chose que nous faisons également donc, au quotidien. Par exemple, quand on a augmenté l'adaptation de vie, l'allocation de vie chère, quand on a triplé la prime énergie, quand on a essayé de réduire l'imposition, la charge fiscale sur les familles, etc., pour faire en sorte que les jeunes ou les familles monoparentales, les bénéficiaires du salaire minimum, etc., donc puissent mieux se sentir. Ce n'est pas simplement donc un programme d'action qui est présenté à un moment, non, non. Dès le départ, nous avons donc pris compte de l'existence de ces personnes également, et nous avons lutté contre la pauvreté. Cela fait partie donc de tout un programme, de toute la politique du CSV, et elle se caractérise également par le fait que l'on doit aussi soutenir donc celles et ceux qui peut-être ne font pas nécessairement ou ne peuvent pas nécessairement faire entendre leur voix, et donc cela permettra d'avoir une meilleure cohésion sociale dans notre pays, et donc une société qui se serre les coudes et que l'on ne perde pas des gens au profit des partis populistes et autres qui regardez ce qui se fait donc dans l'est de l'Allemagne où la plupart des gens ont voté donc pour l'extrême droite. C'est simplement parce que ces gens se sentent exclus finalement, parce que, à tort ou à raison, ils estiment donc qu'on ne les considère pas. Or, nous voulons considérer tout le monde ici, et ça je tiens donc à le dire et à le redire. C'est votre souhait également, et ce sera donc la marque de fabrique du CSV. La politique, donc, c'est un ensemble de choses, c'est un tout, et il est donc indispensable que l'on inclue également toutes les générations. Et les débats sur la pension de retraite qui sont en cours font preuve évidemment de vision à long terme, mais tiennent compte également de la solidarité et de la cohésion sociale entre les générations.
Nous avons dans notre programme électoral, nous avions indiqué donc que nous voulions garantir le financement de notre système de pension de retraite à long terme. Et c'est la raison pour laquelle il est important d'en débattre. Et jusqu'à présent, donc c'est ce que nous avons fait correctement, je pense, et le gouvernement doit aussi donc tirer des conclusions de toutes ces discussions, de tous ces débats. Et je dois dire que là aussi, nous avons donc adapté le temps de travail dans le monde du travail, etc. C'est sûr, évidemment, que tout le monde ne pourra pas être d'accord, mais il faut un cap et il faut faire en sorte aussi que la plus grande partie de notre parti, la plus grande partie de la population également soit derrière nous et que l'on puisse garantir les choses pour les 50 ou 60 années à venir. On verra comment l'économie va augmenter. Elle est influencée également donc, par les événements mondiaux et ça peut changer très très vite, mais que l'on puisse trouver donc une façon de garantir la pérennité du système. On vieillit, notre société vieillit de plus en plus. Donc on avait l'âge de la retraite à 60 ans, c'était extrêmement bas par rapport à aux pays voisins, aux pays européens. Donc il était important de pouvoir augmenter donc cela à 65 ans. Alors, nous n'avons pas l'intention donc d'aller plus loin. Nous voulons en fait faire en sorte que la base de cotisation puisse permettre de garantir ce système, qu'on puisse donc par l'effort de solidarité en repoussant cet âge de la retraite, donc de faire fonctionner ce bon système, parce que c'est un bon système, c'est le pilier principal. Donc l'État fournit donc cette pension de retraite, en tout cas la partie principale, et que pour les 20 prochaines années, eh bien, on puisse continuer donc à garantir la pérennité de ce système. Et ce sont des débats qui sont tout à fait utiles, nécessaires. Je pense que d'ici l'été, la mi-juin, on arrivera donc à des propositions qui ne mèneront pas donc à des conflits sociaux. On veut évidemment donc avoir le consensus le plus grand possible pour garantir l'avenir de notre pays. Nous devons accepter les changements. Il ne s'agit pas d'une révolution, il s'agit d'une évolution bien réfléchie qui tient compte évidemment donc de l'avenir. Alors, ça ne va pas évidemment concerner les gens qui vont partir à la retraite dans 2 ou 3 ans, mais plus les jeunes qui ont déjà donc travaillé un peu et qui pourront ainsi envisager d'avoir un jour une retraite décente. C'est notre mission, c'est notre cap et nous atteindrons cet objectif. Concernant la cohésion sociale, pour montrer que la politique est un ensemble, à nouveau, il y a également donc la sécurité. Et même si ça a mené à certaines polémiques, et c'est tout à fait normal dans ce type de sujet un peu brûlant. Je sais quand j'ai commencé donc en politique, j'étais ministre responsable de l'immigration, et je sais là aussi, donc il n'y a pas de politique, de bonne politique. Notre objectif, c'est une politique du cœur et de la compréhension. C'est une politique qui permette d'aider les gens qui sont véritablement dans le besoin, qui fuient la guerre. Et ça, on l'a déjà fait avec l'Ukraine, par exemple. Mais veillez également que les règles soient respectées. Vous n'allez pas être un pays où tout le monde, et c'est valable pour l'Europe et pour le Luxembourg, hein, où tout le monde débarque sans respecter quoi que ce soit. Non, il y a des procédures. Et Léo l'a fait, mais ce n'est pas la politique de Léo uniquement. C'est en fait une politique du gouvernement, une politique donc, qui doit être portée par 2 partis, et qui est portée par 2 partis. C'est une politique qui doit être portée également par l'ensemble des ministres. Et donc il doit y avoir un équilibre entre la politique migratoire, la politique sociale, la justice. Et donc je salue les initiatives qui ont été prises, justement, le recrutement notamment donc, des juges, etc. Ça va beaucoup plus vite aujourd'hui. Donc je pense effectivement qu'il faut une politique d'immigration qui respecte les droits
des êtres humains qui soient humaines finalement, soit humanitaires aussi, mais qui garantissent également donc le maintien de la cohésion sociale et qui proposent l'asile au sens premier du terme, pas simplement donc l'arrivée de n'importe qui, tolérer l'arrivée de n'importe qui, mais plutôt donc avoir une politique d'immigration stricte et claire. Et c'est dans ce sens que nous luttons. Vivre ensemble, le vivre ensemble a différentes facettes. Mais la sécurité est sans doute un élément de liberté et de bien-être. Si l'on a peur de sortir le soir, c'est sûr qu'on n'a plus de liberté. Et c'est la raison pour laquelle donc on a eu ces affiches, pas de liberté sans sécurité. Et c'est vrai. C'est la raison pour laquelle nous avons donc recruté massivement. Nous allons continuer donc à le faire. Nous recrutons dans la police, dans l'armée, parce qu'il y a évidemment dans la sécurité deux éléments, la sécurité intérieure et la sécurité extérieure. Évidemment, on ne veut pas non plus mettre des policiers à tous les coins de rue, mais nous voulons donc un pays où les gens ont la possibilité de profiter de leur liberté, qui peuvent se déplacer là où ils le veulent sans avoir à avoir peur. Et ce n'est pas une politique de droite ou une politique, quelle que soit l'appellation qu'on lui donne, c'est une possibilité, c'est une politique de responsabilité et c'est avant tout donc une politique orientée socialement pour que le vivre ensemble puisse être garanti également. Nous voulons donc une politique de sécurité forte, aussi bien au niveau interne qu'au niveau externe, et nous allons continuer donc à nous en occuper dans les années à venir. Et pour que tout cela fonctionne, eh bien, nous avons besoin également de l'environnement nécessaire. Nous, êtres humains, entreprises, eh bien, il est important que nous contribuions donc à la politique environnementale et notamment que nous prenions donc les mesures nécessaires, mesures pragmatiques pour l'utilisation d'énergies renouvelables. Et ce n'est pas facile parce que c'est toujours un défi quotidien d'être le plus pragmatique possible et de mettre en place la protection de l'environnement, la protection de la nature la plus pragmatique possible. Nous avons été élus pour cela et je dois dire que ce que Serge fait, il parlait du noir, il disait le noir est en fait le nouveau vert, c'est-à-dire que on ne va pas s'attaquer à un sujet de façon purement théorique, mais voir plutôt comment on peut mettre en œuvre des procédures qui permettront de comprendre ce que l'on fait précisément et les conséquences que cela peut avoir de façon juste socialement. Et c'est pour ça que nous avons donc décidé également que tout le monde ne pourra forcément pas passer donc à l'électromobilité, mais que celles et ceux qui veulent le faire maintenant eh bien, puissent être soutenus et que l'on essaye également de trouver d'autres possibilités de respecter notre environnement, de le protéger finalement, et que la politique environnementale ne masque pas tous les autres objectifs que nous avons dans notre politique. Et je tiens à remercier Serge et Martine notamment parce que ça nous a permis d'avoir des échanges très constructifs et de voir aussi ce que l'on peut faire. Il y a parfois des choses dans l'agriculture qui ne fonctionnent pas, dans l'économie également, parce qu'il y a des obstacles. Et donc nous voulons donc une politique responsable du CSV avec une approche pragmatique de la politique environnementale. Nous savons que la nature est particulièrement importante, mais nous avons besoin donc d'un certain nombre d'activités pour pouvoir être économiquement rentable, y compris donc dans l'agriculture. En 16 mois, nous avons déjà mis beaucoup de choses en place. Il y aura toujours des débats, il y aura toujours des discussions. Quand je vois ce qui se fait en matière de logement, ce que nous avons déjà réussi à faire par la politique fiscale et par différentes procédures, ce que l'on est en train de mettre en place aussi donc, dans les énergies, etc., pour pouvoir accéder plus rapidement donc, ou pour produire plus rapidement des énergies renouvelables, eh bien, je me dis qu'on peut transposer tout cela donc, dans d'autres domaines et nous aurons certainement donc la possibilité d'arriver ou de progresser en tout cas en matière de durabilité aussi bien économique qu'environnementale et ça c'est quelque chose qui garantira l'avenir de notre pays. À présent, le monde a fondamentalement changé.
On n'a pas pu imaginer, quand on a entamé le mandat gouvernemental, et quand je suis devenu Premier ministre, je n'ai pas pu imaginer que j'allais participer à un tel nombre de réunions pour parler de l'avenir de notre continent, de l'avenir de la démocratie. La semaine dernière, la Chambre, merci Claude d'ailleurs, a mené un débat à ce sujet. Il faut l'imaginer, au Luxembourg, nous parlons d'un débat à la Chambre au sujet de la démocratie parce que à de nombreux endroits et le remise en question. Donc il faut œuvrer en ce sens. Il ne suffit pas d'émettre les paroles, il faut le faire dans le quotidien, là où on attaque la démocratie, il faut repousser les attaquants, il faut traiter les arguments, apporter nos contre-arguments et les amener dans le débat. Il faut vraiment œuvrer en faveur de ces valeurs. La démocratie, la paix, et œuvrer pour la sécurité, et tous ces éléments sont étroitement liés lors de ces réunions auxquelles je participe. Il est clair que l'avenir de notre continent n'est pas évident. Il n'est pas évident parce que nous avons la Russie qui n'a pas dit qu'elle allait se retirer de l'Ukraine, qui n'a pas dit qu'elle allait rechercher une paix durable, et nous avons une situation atypique, en tout cas je crois que dans la vie de la plupart des personnes, on n'a jamais eu cela, que l'Amérique allait changer sa politique de manière aussi fondamentale. Oui, il y a eu de nombreuses discussions pour discuter de l'acier, des tarifs douaniers, de par le passé, on a vécu des choses en Amérique où l'Amérique a mené une autre politique vis-à-vis de l'Europe. Je pense à la guerre en Irak, mais ailleurs. Mais on n'a jamais eu un changement aussi fondamental de la politique américaine qu'on l'avait observé depuis le 20 novembre. Et il y a des différences de fond par rapport au passé, mais également un manque de prévisibilité totale, jamais vu au préalable. Et de cette manière-là, l'Europe est confrontée à un défi énorme. Et la question se pose pour l'Europe de savoir comment nous allons organiser notre continent à présent et pour les 20 ans à venir. Comment assurer que la Russie, quelle que soit la fin de cette guerre, n'attaque pas encore. Comment s'assurer que si les Américains ne viennent pas à la rescousse, et ce n'est pas certain du tout dans quelle mesure ils vont encore venir, comment s'assurer que ici en Europe, on connaisse quand même la paix, la liberté et la prospérité. Donc, je n'ai pas pu imaginer ma participation à des réunions politiques aussi dramatiques que celles de ces dernières semaines. Et nous sommes déterminés, je vais vous le dire, d'apporter notre contribution en tant qu'Européens pour faire en sorte que notre continent reste un endroit de la paix et de la liberté. Mais on ne peut pas y arriver seul, il faut le faire avec nos voisins et avec une cohésion nationale forte et une compréhension pour les énormes défis qui nous attendent dans les semaines à venir. Cela ne veut pas dire que tous les éléments énoncés au préalable de notre politique doivent être changés. Nous devons maintenir la mise en œuvre de notre programme électoral, les 10 points énoncés au départ, et nous avons reçu sur cette base un mandat fort de notre population. Il faut mettre en œuvre tout cela, mais il faut ajouter quelque chose. Il faut être conscient du fait que si on ne le fait pas, si on n'est pas sûr de pouvoir vivre en paix et en liberté à l'avenir. Donc la résolution du conflit en Ukraine n'est pas un élément parmi tant d'autres à résoudre. Si les Américains et les Russes négocient un cessez-le-feu en Ukraine sans assurer ce qui se passera par la suite, si on n'est pas assuré que la Russie va se voir refuser définitivement d'autres tentatives dans les pays baltes ou en Pologne s'ils ne reçoivent pas un non clair. On ne peut pas se protéger de leur destruction de nos systèmes informatiques, de la destruction des câbles sous-marins dans la mer Baltique, si on ne peut pas produire notre propre énergie pour être indépendant de cela et d'autres, eh bien c'est un avenir négatif qui nous attend. Et c'est pour cela que les semaines et les mois à venir sont tellement importants, d'une importance cruciale pour nous, notre pays et l'avenir de notre continent.
C'est la raison pour laquelle nous devons faire quelque chose que jusqu'à présent on ne voulait pas vraiment faire dans ce pays, à savoir aussi massivement et avec les autres Européens étendre notre sécurité. Je dis bien la sécurité. La sécurité, c'est bien plus que juste la défense, beaucoup plus que euh, juste acheter des armes. La sécurité est un concept global. La démocratie en fait partie, le renforcement de la démocratie, notre cybersécurité en fait partie, notre communication par satellite, notre approvisionnement en eau en fait partie. La résilience, on dit aujourd'hui aussi, et il faut établir des plans, pas pour dire que demain déjà il y aura la guerre, non, mais être prêt à toute éventualité si on se fait attaquer d'une quelconque manière, et parfois ça peut être de manière très subtile, on l'a vu lors de la campagne électorale de l'étranger via les réseaux sociaux, quelqu'un veut infiltrer la démocratie. Notre réseau énergétique est perturbé, nos systèmes informatiques sont perturbés. Donc la résilience fait grandement partie de ce concept global de la sécurité. Il faut y travailler à côté de la défense classique. Et pour les années à venir, il faudra faire beaucoup plus ensemble avec nos partenaires en Europe et j'espère aussi encore avec nos partenaires en Amérique, car l'Amérique, c'est plus que son président. L'Amérique, c'est un grand peuple auquel nous devons notre liberté. Et cette liberté future, je voudrais la construire avec les Américains. Et si on n'y parvient pas aujourd'hui, au jour le jour, il faudra être à même aussi à garantir nous-mêmes cette sécurité. Et cela nécessite un effort énorme de nous tous et de notre pays. Pour cela, nous devons rester aux côtés de l'Ukraine, pas seulement pour les deux provinces à l'est ou de la Crimée, comme certains disent, mais alors donnez-leur les deux provinces et on termine la guerre. Non, ça c'est un cessez-le-feu qui n'assurera pas une paix durable pour l'Europe, car si la Russie a le ressenti qu'on peut bouger les frontières en faisant appel à la violence, pourquoi ne pas réessayer? En 2008, ils l'ont fait en Géorgie, en 2014 en Crimée, en 2022 dans l'ensemble de l'Ukraine. Donc il y a une certaine histoire antérieure et chaque fois on a dit ouais, ça passera d'une quelconque manière, mais ça a toujours mal tourné et c'est une leçon pour l'avenir. Et c'est la raison pour laquelle il faut combiner cela avec le changement majeur de la politique américaine. Donc dans les semaines et mois à venir, il faudra investir beaucoup plus. Ce n'est pas un effort simple. Et il faudra trouver le bon équilibre là aussi. Je mène beaucoup d'entretiens avec les collègues au niveau du gouvernement, de la coalition, et avec Gilles en tant que ministre des Finances, évidemment. Il faut faire des dépenses, mais cela ne doit pas être aux dépens de notre cohésion sociale et de notre état social. Et en même temps, il faudra évidemment, parce que l'argent ne tombe pas du ciel, l'argent est là, disponible, mais une seule fois, peut-être prévoir l'une ou l'autre réorientation de nos politiques, mais nous n'allons pas remettre en question de manière fondamentale l'orientation entamée et sur la base de laquelle on a été élu et qui se trouve dans notre programme de coalition. Des adaptations en tenant compte des besoins économiques, je l'ai décrit au préalable, mais cela nous permettra de financer ces efforts-là aussi. Peut-être qu'il faudra faire un peu plus de dette. Donc ce serait bien d'avoir des finances d'État solides. Les 2 premières années de la coalition, nous avons essayé d'être conséquents dans la gestion, améliorer et dans la stabilisation des finances, rendre les finances encore plus saines. Il faudra probablement faire un peu plus de dettes, mais bon, on ne peut pas tout faire par le biais de l'endettement non plus. Et on croit que la politique faite pour délester fiscalement la population, eh bien, dans ces dépenses additionnelles nécessaires pour la défense, on ne peut pas remettre en question le délestage fiscal des citoyens. Donc la politique fiscale reste une politique où les gens auront plus de pouvoir d'achat, les entreprises seront engagées à investir, encouragées à créer de bons emplois. Et donc on maintient notre politique fiscale qui est dans l'intérêt de la population et des entreprises. Et il faudra trouver d'autres voies pour
couvrir les dépenses nécessaires en matière de défense. Nous ferons l'un et l'autre, mais nous devons évidemment procéder à des adaptations, comme les autres aussi, avec un point de vue un peu différencié par rapport à la politique, étendre telle et telle mesure, car l'effort qui nous est demandé, des autres pays européens aussi d'ailleurs, de l'Amérique, et les autres pays européens devront le faire aussi, évidemment. Pour avoir plus de dépenses de sécurité, c'est un pas énorme, un changement majeur, plus que l'on n'ait jamais eu dans l'histoire de notre pays. Et cela exige un effort collectif. Et avec vous, et avec les citoyens du pays et les autres partis, nous aimerions trouver le dialogue à ce sujet. 2% de notre richesse nationale à dépenser pour la sécurité, pour la défense, ce que l'OTAN avait déjà prévu depuis des années d'ailleurs. C'est un élément colossal de nos dépenses, mais si on ne procède pas à ces dépenses, tout le reste on peut l'oublier. Nous investissons non pas dans la défense parce que nous voulons entrer en guerre, nous investissons dans la sécurité parce que nous voulons nous assurer qu'à l'avenir aussi, nous puissions vivre en paix et en liberté. C'est cela la base même de ces dépenses. Et ce n'est pas l'inverse. Nous ne sommes pas un parti de guerre, nous sommes un parti de paix, un parti de prospérité. Et c'est ça, le sujet. Assurer la sécurité avec nos partenaires en Europe, de manière à ce que la paix, la liberté et la prospérité puissent être garanties aussi à l'avenir dans notre pays. Et c'est la raison pour laquelle ce congrès a été appelé grand défi, grande responsabilité. Grand défi pour notre pays qui doit s'adapter à un monde autour de nous qui change économiquement, socialement, nouvelles sources d'énergie parce que d'autres sont trop négatives pour l'environnement. C'est un ensemble et la dimension sécuritaire est au-dessus de l'ensemble. Et quand on a la responsabilité, justement, il faut l'assumer en tant qu'humain, avec les collègues au gouvernement et dans le groupe parlementaire, en tant que pays. Et il faut le prendre aussi avec les pays qui nous entourent. Et c'est la raison pour laquelle j'insiste sur la nécessité d'être en bonne relation avec nos voisins. Un grand nombre de premiers ministres d'autres pays ont été ici au Luxembourg ces derniers jours. Je sais que nous pourrons être seulement forts si nous sommes dans une Europe qui fonctionne bien. Et d'ailleurs, je suis content que Christophe ait trouvé sa place à Bruxelles pour ne pas faire ce que d'autres voulaient nous faire faire ici ou ailleurs. On est fiers d'avoir Christophe qui joue un tel rôle favorable pour l'Europe, mais aussi pour l'agriculture et l'alimentation. Nous sommes forts si nous le faisons en harmonie, en dialogue et en bonne relation avec nos voisins. Et au fond, ceux qui avaient la responsabilité avant nous, nous l'ont bien montré. Nous sommes toujours impressionnés de ce qu'une série de mes prédécesseurs, de grands représentants politiques du CSV nous ont montré pour ouvrir la voie, ce qu'ils ont réalisé. On a parlé de Pierre Dupont, j'ajouterai Joseph Bech. Quand je suis dans ces réunions, je me demande si nos prédécesseurs, représentants politiques CSV, des hommes d'État CSV n'avaient pas été là lorsque l'ONU, l'OTAN, la Banque mondiale, l'Union européenne, dans toutes ses formes, avaient été constituées. Alors aujourd'hui, on serait relativement seul. On ne pourrait pas se permettre la prospérité, on ne pourrait pas atteindre la sécurité telle que nous l'avons en fait grâce à une excellente coopération transfrontalière au sein de l'Europe. Et ce que Pierre Dupont, Joseph Bech, Pierre Werner, Jacques Santer, Jean-Claude Juncker nous ont montré comme exemple, ont œuvré avant nous, eh bien, c'est un mandat pour nous, dans ma fonction et pour nous tous et toutes. Nous avons besoin d'une Europe forte, une Europe qui fonctionne, pas une Europe bureaucratique, mais une Europe qui, au fond, mène exactement la politique que le CSV représente et pour laquelle le CSV est revenu au pouvoir. L'économie, le social, la durabilité, la liberté, la sécurité, la démocratie, ça c'est nos valeurs fondamentales et nous voulons œuvrer ensemble pour les atteindre. Grand défi, grande responsabilité et nous sommes prêts à assumer cette responsabilité. Merci beaucoup.
Merci Luc, merci pour ces paroles très claires, merci pour ta vision forte et merci pour ton leadership. Dans cette période, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi parce que tu connais l'orientation à prendre et tu as le bon cap pour nous orienter. Tu as un objectif clairement devant toi et la force et le calme pour amener notre pays en toute sécurité à bon port. Merci beaucoup. Chers amis, moi je viens de la Moselle et on adore prendre un verre à un Pätchen. Oh, dit la foule. Et je suis le dernier obstacle avant d'amener ce Pätchen. Nous sommes arrivés à un moment final de notre congrès ce matin. Ah bien, c'était l'entame d'une matinée avec des idées fortes, responsabilités communes. Un grand merci à tous nos orateurs et oratrices qui ont partagé avec nous leurs convictions. Un grand merci à tous ceux et celles qui ont organisé ce congrès pour nous tous et toutes à représenter l'ensemble du secrétaire général. Un grand merci à Basile Dell. Ton travail, ton énergie ont rendu cet événement possible. Merci, Basile. Merci aussi à la section Ethelbruck pour l'aide et la disponibilité et aussi un grand merci à mon bureau au congrès, Kimi, Carole, Eric et Luc. Et mon plus grand remerciement à vous tous et toutes, chers membres, c'est vous, la colonne vertébrale de ce parti, vous nous soutenez dans le quotidien. Votre engagement est un reflet fort de votre loyauté vis-à-vis du CSV. Si je dois tirer une conclusion aujourd'hui, ce serait le suivant. Nous avons de grands défis, mais nous assumons une grande responsabilité. Ne rien faire n'est pas une option. Ensemble, avec vous, avec votre soutien, nous pourrons mener la politique nécessaire en cette période que la-t-elle au nom du bureau du Congrès. Je vous dis grand merci beaucoup pour cette matinée pleine d'inspiration et très agréable. Et je vais clore ce congrès avec la Hemischt. Veuillez vous lever. Merci et bon retour.